Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur Cause Commune 93.1. Liberté sur Parole, c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barbeza et elle est réalisée aujourd'hui par Stéphane Dujardin, que je remercie beaucoup. Et j'embrasse Gilles Brézard, notre technicien habituel qui est au lit avec... on ne sait pas ce qu'il a comme maladie, mais en tout cas, il n'est pas très bien. On l'embrasse très fort et on lui souhaite quand même, comme à vous tous, une excellente année 2022. Alors, au programme de ce numéro de Liberté sur Parole, on va, dans cette première heure, parler avec deux membres de la CIMAD. Anne-Marie Dalle, qui est bénévole, spécialiste des questions d'asile et d'éloignement et qui œuvre à la permanence de la CIMAD au Batignolles. Et puis Stéphanie Farjon, qui est juriste, salariée de la CIMAD et qui intervient au centre de rétention administrative du Ménil-Amelot. On va parler de la rétention, savoir exactement qui va en rétention, pourquoi, qu'est-ce que c'est que cet enfermement de personnes qui n'ont pas commis de délit, ils sont juste en situation administrative non autorisée sur le territoire français. Voilà, on va parler de la rétention et aussi des conditions particulières de rétention dues à l'épidémie de Covid-19. C'est pas nouveau, ça fait plus d'un an que ça dure et ça fait plus d'un an que les clusters se multiplient dans différents centres de rétention. C'est bien sûr le cas encore aujourd'hui. On va voir ce que ça change pour les gens qui y interviennent, pour les gens qui y sont retenus et ce qu'il faudrait faire pour que la sécurité sanitaire et les libertés élémentaires des gens qui sont donc retenus pour des périodes, on le verra, assez longues pour certains, soient respectées. Voilà. Alors peut-être je m'adresse tout d'abord, bonjour à toutes les deux, donc Anne-Marie et Stéphanie. Bonjour. Alors, première question, parlons de la rétention. À quoi sert la rétention administrative ? Qui est susceptible d'être arrêté puis enfermé ? Pour combien de temps ? Et dans quel but ? Stéphanie ? Donc, la rétention administrative, c'est pour les personnes qui sont en instance d'expulsion, c'est-à-dire qui n'ont pas de droit au séjour en France. Les profils sont très très variés. Ça peut être du sortant de prison qui a purgé sa peine et qui n'a pas pu obtenir de titre de séjour, aux personnes qui ont eu des refus de séjour pour diverses raisons, aux personnes sous procédure Dublin également, qui sont mises au centre de rétention en vue d'un transfert vers le pays qui est responsable de leur demande d'asile. Donc il y a beaucoup de profils différents, profils variés au centre de rétention, ce qui est très difficile à gérer parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas l'expérience de l'enfermement et là c'est vraiment encore plus traumatisant que pour les sortants de prison. Il y a également beaucoup de personnes avec des profils psychologiques pas du tout stables, qui ont des pathologies importantes, qui ont plutôt besoin de soins que d'être enfermées. Donc la rétention, c'est pour les personnes qui sont en attente d'expulsion. Alors, vous avez dit en sortant de prison, alors il faudra faire une petite précision, parce que moi, on m'avait dit que la double peine était abolie. Donc, il faudra peut-être que vous précisiez ces choses-là. Et pour combien de temps est-ce qu'on peut être enfermé ? Jusqu'à combien de temps ? Je crois que c'est une durée qui n'a cessé de s'allonger ces dernières années. C'est ça. La double peine, si, ça existe bien. D'ailleurs, à la CIMAD, on parle de la rétention comme de la prison qui ne dit pas son nom. Et en particulier, aujourd'hui, avec la pandémie, normalement, pour qu'il y ait un placement en rétention, il faut qu'il y ait une perspective d'éloignement. Pour certains pays, ce n'est pas du tout le cas en ce moment. On peut penser à l'Algérie ou au Maroc, par exemple. Les personnes, elles sont placées en rétention pour une durée maximum, en principe, de 90 jours. Donc on a un juge des libertés et de la détention qui peut intervenir jusqu'à 4 fois au cours de la rétention. Donc une première fois, il peut décider de prolonger 28 jours. S'il considère que la personne doit être maintenue 30 jours de plus, et après 2 fois 15 jours. Donc on arrive à une durée maximale de 90 jours. Mais depuis le début de la pandémie, on voit qu'il y a des personnes qui, quand elles ont fini leurs 90 jours, elles sont déférées, notamment parce qu'elles ont refusé de se soumettre à l'exécution de la mesure d'éloignement par le refus d'un test PCR. Et donc elles sont condamnées, parfois à des peines d'emprisonnement de plusieurs mois, et puis remises au centre de rétention sur une autre mesure d'expulsion, notamment des interdictions de territoire français. Donc on a des périodes de rétention qui peuvent aller jusqu'à 10 mois. On a eu le cas pour des sœurs palestiniennes, par exemple.
C'est énorme. Anne-Marie, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, puisque vous avez prononcé le terme de double peine, qui est un terme malheureusement un peu galvaudé, puisque tout le monde, pour différents sujets, parle de la double peine. La double peine, c'est parce que vous êtes une personne étrangère, que vous avez été condamné par un tribunal ou que vous avez eu des actes de délinquance, enfin certaines peines de prison, vous avez un arrêté d'expulsion. Donc la double peine, c'est en fin de compte quand vous sortez de prison, généralement les personnes sont accueillies entre guillemets par la PAF et sont mis en rétention pour être expulsés. Bon. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi, parce que ces personnes, quoi qu'elles aient fait, a priori, c'est pas ça qui doit les faire expulser du territoire français. Ce qui les fait expulser, c'est que peut-être elles n'ont pas pu régulariser en prison leur situation administrative. Il n'y a pas un problème d'accès au droit en prison ? Il y a un problème d'accès au droit en prison, puisque normalement, depuis quelques années, il y a la possibilité de demander soit l'asile en prison, soit un titre de séjour. Mais on se rend compte que c'est extrêmement difficile, puisque normalement, il y a des protocoles qui doivent être signés entre les prisons et les préfectures compétentes, mais ces protocoles ont tardé beaucoup à signer, et il y a quand même une très mauvaise volonté de la part de l'administration en général, que ce soit l'administration pénitentiaire, c'est pas dans toutes les prisons, mais l'administration pénitentiaire ou de l'administration style préfecture. Est-ce que la CIMAD intervient en prison ? La CIMAD intervient en prison depuis très très longtemps, depuis d'ailleurs à la fin de la guerre. Voilà. Donc les bénévoles interviennent en prison avec un agrément de l'administration pénitentiaire et ils accompagnent dans la mesure des possibilités les détenus pour essayer de faire évoluer leur situation. Voilà. Alors, je ne sais pas, peut-être vous allez nous éclairer, Stéphanie, quelle est la proportion de gens sortant de prison en centre de rétention par rapport aux autres ? C'est compliqué à définir, mais c'est pas, en tout cas, la rétention n'est pas juste la suite logique de la prison. Hein. C'est la rétention, ça peut être pour n'importe qui se fait arrêter dans le métro. Faut bien le préciser. Oui, c'est assez difficile de donner un ratio entre les sortants de prison et les autres personnes. Cet été, au CRA du Mesnil-Amelot, la proportion de sortants de prison était assez forte. C'est même l'administration elle-même qui l'a reconnu, enfin l'administration du CRA qui disait nous on a trop de ce profil-là. Et donc il y a eu des échanges entre centres de rétention. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile de donner des chiffres et qu'en effet toute personne qui n'a pas de droit au séjour en France peut être arrêtée et placée au centre de rétention si elle n'a pas des garanties de représentation et que la préfecture considère qu'elle a un risque de fuite. Elle va placer cette personne-là en rétention en vue de l'expulser. Alors, les gens qui vont en rétention, c'est quelle étape en fait ? Quelqu'un qui est sans papier, qui ne s'est jamais fait arrêter, qui n'est pas en procédure ou qui a eu une procédure d'asile rejetée, il faut d'abord avoir eu une obligation de quitter le territoire français. Hein. Quand on a une OQTF, si on est arrêté, contrôle d'identité dans les transports, dans une gare, n'importe où, on peut tout de suite être placé en garde à vue et transféré en centre de rétention, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Il y a plusieurs mesures d'expulsion. Il n'y a pas que l'obligation de quitter le territoire français. On parle d'OQTF, mais il y en a d'autres. Une personne qui est pas encore au centre de rétention. Alors, il y a des OQTF sans délai et des OQTF avec délai. Quand on est avec délai, on a plus de temps pour faire un recours devant le tribunal administratif. Par contre, les OQTF sans délai, c'est les personnes qui vont être placées au centre de rétention et elles ont 48 heures pour faire un recours contre cette mesure d'expulsion. Tant que le tribunal administratif n'a pas statué sur l'annulation ou pas de la mesure, la personne, elle n'est pas tout de suite expulsable. C'est quand le tribunal administratif a confirmé que la mesure d'expulsion, là, l'expulsion peut avoir lieu, mais encore faut-il que la personne ait pu faire un recours devant le tribunal administratif.
Notamment parce que on sait très bien que les personnes qui sont exilées, parfois sans domicile, n'ont pas forcément d'adresse ou ne consultent pas forcément leur courrier de manière assez aisée. Donc parfois ils sont même pas au courant qu'ils ont une OQTF, donc ils n'ont d'autant plus pas pu faire ce recours. J'imagine que ce genre de profil vous envoyez dans vos permanences, Anne-Marie. Absolument. Stéphanie parlait essentiellement des OQTF que l'on appelle dans notre jargon 48 heures, c'est-à-dire le cas classique. Excusez-moi pour l'expression, mais c'est des personnes interpellées dans la rue où il a été constaté leur absence de titre de séjour ou de visa en titre ou d'attestation de demandeur d'asile. Donc ces personnes sont retenues dans des locaux de police ou de gendarmerie, ils sont entendus et on leur remet une obligation à quitter le territoire en main propre, dont le délai de recours est de 48 heures. Et c'est 48 heures, ce qu'on appelle de minute à minute. Donc généralement, je fais une toute petite parenthèse, généralement pour les sortants de prison qui ont fini leur peine, on leur notifie une OQTF 48 heures le vendredi soir. Hein ? Donc 48 heures à partir du vendredi soir. Donc difficulté de trouver une association, délai de recours très très court. Donc l'accessibilité au recours devant le tribunal administratif est extrêmement difficile et, si j'ose dire, quasi impossible. Voilà. Oui. Donc si je peux me permettre également, aussi quand les personnes sont arrêtées, placées soit en retenue administrative pour vérification de la situation administrative, ou alors en garde à vue, les OQTF, elles sont notifiées possiblement avec un interprète, et en tout cas nous au CRA du Mesnil-Amelot, on peut se rendre compte que souvent soit les personnes n'ont pas été notifiées avec un interprète qu'elles comprenaient, ou on leur a pas proposé, ou on voit des heures de notification pour toutes les mesures qui ont lieu au même moment alors que c'est pas tout à fait possible. Donc il y a aussi ce problème de compréhension pour les personnes qui font l'objet de ces mesures. Et ça, on ne peut pas considérer que c'est un vice de procédure sur lequel vous pouvez vous appuyer pour faire annuler la mesure ? Alors c'est ce qu'on essaye de porter auprès des avocats, notamment parce que les avocats, ils ont accès donc à la procédure. Nous, c'est pas le cas au centre de rétention du Mesnil-Amelot, et on n'a pas forcément accès aux procès-verbaux. Donc on peut dire des choses, on peut demander à un avocat de le porter, mais il faut que ce soit vérifié dans les procès-verbaux, et très, très souvent les magistrats ils suivent le procès-verbal, et si le procès-verbal a été signé par la personne notamment, c'est un peu difficile d'argumenter contre ça. Allez-y Anne-Marie, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui. Mais moi j'avais une petite question. Est-ce que du coup on dit aux gens de ne pas signer les procès-verbaux ? Ils ont le droit de le faire ? ça sert à rien. Ah d'accord, bon. Non, ça sert à rien. Malheureusement, ça sert à rien. Mais je tente, moi je tente. Absolument. Mais vous avez raison, Eugénie. Juste une petite précision, ça nous arrive dans nos permanences juridiques d'avoir des personnes avec des OQTF 48 heures, donc dont le délai de recours est de 48 heures, et qui est expiré. Donc on essaye de comprendre la situation de la personne et les conditions de sa retenue. Par exemple, une fois, j'ai eu un monsieur qui était géorgien, qui ne parlait pas russe, et il avait eu un interprète russe. Donc, on a essayé de démontrer l'illégalité de comme un vice de procédure, de la mesure d'expulsion, mais on ne peut faire ça que quand le délai est souvent, nous on fait ça quand le délai est expiré, quoi. Voilà. Alors pour revenir sur le défaut de signature, ça ne sert vraiment à rien. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui sont interpellées, qu'on leur notifie une obligation à quitter le territoire et qui ont donné une fausse identité. D'accord ? Donc, parce qu'ils n'avaient aucun document, ne serait-ce un passe Navigo, une carte AME, justifiant de leur identité. Justifiant entre guillemets, bien sûr. Et donc, quand ces personnes viennent parfois nous voir, ils nous expliquent qu'ils ont fait sur une fausse identité. Si la situation administrative de la personne, il n'y a rien à tirer, à évoquer devant le tribunal administratif, on laisse faire les choses.
quand on a donné une fausse identité, qu'a priori on n'est pas connu de la préfecture avec sa vraie identité, c'est pas la peine de dire « je suis monsieur X ou madame Y, voilà, je suis en France et je suis sans papier ». Voilà. Donc, parfois, la fausse identité a un intérêt, parfois ça n'a pas un intérêt. Voilà. Voilà, c'est à bon entendeur. Absolument. Mais merci en tout cas pour ces précisions, c'est très important. J'avais une autre question quant aux arrestations. Normalement, en France, le contrôle d'identité n'est pas systématique, n'est pas systématiquement autorisé, sauf dans certaines zones, etc. Est-ce que quelqu'un qui est arrêté typiquement sur un contrôle au faciès peut aussi protester de cela ? Oui, enfin, c'est assez difficile devant le tribunal administratif. Ouais. Hein. J'ai déjà vu quelques mesures d'expulsion sur des interpellations de personnes étrangères qui spécifient bien sur réquisition du procureur, sur contrôle, etc. Mais c'est quand même très difficile. Et très difficile à prouver qu'il n'y avait pas une autorisation de contrôler dans cette zone. Ouais. Après, ce type de vice de procédure devant le premier juge des libertés de la détention, si l'avocat le soulève devant le juge et que le juge considère qu'il y a eu des irrégularités au placement en garde à vue, à la retenue administrative, etc., le juge de la liberté de la détention peut très bien décider de ne pas maintenir la personne en rétention. Et ça marche qu'une première fois devant le premier juge des libertés de la détention. Et il faut que la personne puisse le démontrer, qu'il y ait vraiment, que ce soit visible dans la procédure qui est présentée au magistrat. Et il faut que la personne ait été en rétention, qu'elle voie un juge des libertés. Ce que je viens de dire, c'est devant le tribunal administratif, quand la personne n'a pas été placée en rétention après la notification de l'OQTF, ces arguments sont assez difficiles à faire soutenir devant le tribunal administratif. Ok, l'enjeu est moins grand aussi. Quand on est enfermé, il faut vraiment essayer de sortir. Donc, juste une petite question sur vos conditions de travail. Alors, on va parler en temps normal, hein, Stéphanie. On viendra après sur les... Bon, je sais que la CIMAD s'est retirée depuis longtemps, hein, même avant le Covid, hein, pour des questions, vous l'évoquiez tout à l'heure, beaucoup de gens décompensent parce qu'ils ont des gros problèmes psychologiques. Et donc, il y a eu des tentatives de suicide, il y a eu des événements très graves qui ont mis en danger à la fois la santé des personnels et la santé bien sûr des retenus. Donc vous avez déjà alerté, mais depuis de nombreuses années, hein, sur cette situation qui empire malheureusement, et on verra qu'avec le Covid ça devient juste l'horreur. Donc vous nous expliquerez tout ça, et notamment au Mesnil-Amelot. Mais dans une situation, on va dire, normale, quel est exactement votre rôle ? Est-ce que vous êtes là tout le temps ? Est-ce que vous êtes accessible tout le temps ? Est-ce qu'il y a des permanences ? Parce que ce que disait Anne-Marie, si quelqu'un arrive un vendredi soir, vous n'êtes pas forcément là, et puis le lundi matin, c'est trop tard. Donc comment on fait ? Nous, on intervient aux 2 CRA du Mesnil-Amelot, parce qu'il faut savoir qu'il y en a 2, et on intervient par équipe de 2 dans chaque centre. On intervient du lundi au samedi, donc pour les personnes qui sont placées le vendredi, c'est bon, on peut faire les recours le samedi. Donc du lundi au samedi, et de 10h à presque 18h. On reçoit les personnes qui le souhaitent. En tout cas, au centre du Mesnil-Amelot, notre positionnement, c'est les personnes qui souhaitent nous voir. On essaye de toutes les recevoir, on les informe sur la procédure en rétention et on leur expose un peu les possibilités de recours. Voilà, et on laisse la personne faire le choix de ce qu'elle veut faire. De façon générale, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle contre les mesures d'expulsion, donc devant le tribunal administratif, quand on n'a pas dépassé le délai imparti. Pour les sortants de prison, on tente régulièrement de faire des recours tardifs en expliquant que la personne n'avait pas accès aux droits. Selon les juridictions, ça marche plus ou moins, mais on le fait quand même. Et ce qu'on fait aussi, c'est que on prépare donc des recours pour le passage devant le juge des libertés de la détention, et on fait aussi appel contre les décisions de maintien ou de prolongation en rétention. Ça, c'est des appels qui se font devant la cour d'appel de Paris pour nous.
Voilà ce qu'on fait de façon générale. On fait aussi des saisines donc du ministère de l'Intérieur, par exemple une situation qui nous paraît folle, comme ce week-end où une personne réfugiée était au centre de rétention. Et ben, on a tout de suite écrit à la préfecture et au ministère de l'Intérieur et la personne a été libérée sur décision de la préfecture. Et on fait appel au défenseur des droits, au contrôleur général des lieux de privation de liberté, parfois au juge des enfants ou au service de protection de l'enfance, quand on a des personnes qui se déclarent mineures, qui sont non accompagnées sur le territoire français. Alors, question importante, est-ce que vous travaillez avec des interprètes ? Parce que dans ces conditions, c'est absolument essentiel de bien comprendre, de bien se comprendre. Oui, on travaille avec un service d'interprétariat par téléphone. Et après, dans l'équipe, on arrive quand même à avoir plusieurs personnes qui parlent différentes langues. Donc, on fait tout le temps appel à des interprètes au centre. On va en venir aux conditions pratiques de détention, aux conditions matérielles de vie des personnes retenues. Donc, vous l'avez laissé entendre, il est possible de placer des enfants en rétention. Alors, en France métropolitaine, ça arrive. À Mayotte, c'est la règle. C'est-à-dire que voilà, des enfants sont rattachés à des majeurs qui ne connaissent pas forcément, ou en tout cas qui ne sont pas de leur famille, et sont placés en toute impunité, et puis surtout loin du regard métropolitain, dans des centres de rétention, dans des conditions atroces. Donc voilà, c'était juste pour le signaler, parce qu'il y a la France métropolitaine, et je crois qu'il y a des dispositions un petit peu extra-légales. Hein. Il y a un droit particulier à Mayotte. Et j'ai vérifié, il y a 17 fois plus d'enfants qui sont placés en rétention à Mayotte qu'en métropole. Pour signifier un peu l'horreur de la situation à Mayotte. Alors, bien sûr, donc là c'est la question des enfants. On aura l'occasion de faire peut-être d'autres émissions spécifiquement dédiées aux enfants et parfois aux jeunes enfants. Hein. Je sais que quand ils ont construit le CRA du Mesnil-Amelot, ils avaient mis des jeux pour les enfants, ce qui était assez cynique. À l'époque où on se battait, je dis on parce que voilà, avec des gens de la CIMAD, on avait fait des émissions contre la construction, bon, qui ont été assez inopérantes, comme on peut le voir. Mais enfin bon, en tout cas, on avait dénoncé le fait notamment aussi que ces centres de rétention administrative sont éloignés de tout, pour la plupart, et tous ceux qui sont nouveaux en construction, parce qu'on n'arrête pas d'en construire, ça fait marcher l'économie, eh bien, ils sont éloignés de tout, éloignés y compris des tribunaux, et puis éloignés parce qu'on a le droit de visiter les gens qui sont retenus. Hein. Ça, c'est important de le préciser. Ouais. On n'est pas en prison, on peut apporter des vêtements, des cigarettes, alors pas de téléphone avec des appareils photo, mais on peut quand même visiter les gens qui sont retenus. Mais faut-il encore pouvoir accéder, notamment au transport en commun, à des lieux qui sont à des heures de la ville, quoi. Puis si je peux me permettre également, il y a certaines personnes qui sont transférées d'autres centres de rétention de toute la France et qui n'ont pas du tout d'attache en région parisienne, par exemple. Et ces personnes-là, alors pour récupérer des documents, pour soutenir la vie quotidienne au centre de rétention, c'est très compliqué. Oui, donc c'est des conditions, un petit peu même dégradantes pour ces gens. On peut dire ce mot, je crois, et alors même qu'ils n'ont pas commis de délit. Ce sont absolument pas des criminels. On n'a rien à leur reprocher. Ils n'ont pas ils n'ont agressé personne. Ils n'ont pas enfreint la loi française, hormis dans le fait de ne pas avoir de titre de séjour régulier. Je vous propose qu'on écoute des témoignages, des courts témoignages qui ont été diffusés dans le cadre d'une exposition qui a eu lieu dans le cadre du festival de la CIMAD Migre en scène en décembre. Ça s'appelle « À l'intérieur, c'est l'enfer ». Très belles photographies, si vous pouvez encore les voir en ligne sur Internet, et aussi des témoignages poignants de gens qui ont été en rétention, dans le vôtre, Stéphanie, d'ailleurs, je dis le vôtre, dans celui où vous travaillez, c'est au CRA du Mesnil-Amelot. Vous avez retrouvé des gens, enfin je dis vous, la CIMAD et les gens qui ont réalisé cette exposition ont retrouvé d'anciens retenus qu'ils ont pu contacter pour qu'ils donnent leurs impressions sur ce moment terrible de leur vie. On les écoute tout de suite. Pas tuer, mais on nous traite comme quelqu'un qui a fait quelque chose du mal. À
jour, je suis passée avec une copine dans le couloir. Il y avait un policier, il m'a dit « Mais toi, la grosse, pourquoi vous mangez des gâteaux? Vous êtes grosse, hein? Il faut faire un régime. » Pour moi, le CRA, c'est la prison. T'es pas différent d'un prisonnier. Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, mais on nous traite comme quelqu'un qui a fait quelque chose du mal. On n'a pas le cœur tranquille là-bas, du tout. Je me vois, je n'ai pas un criminel. J'ai vu les menottes en main. Ça m'a beaucoup choqué. Déjà, voilà, c'est-à-dire, ils n'ont pas compris que j'ai des enfants, j'ai une famille, que t'as une famille, t'as tes parents, t'as tout. Si ils prennent, ils jettent là-bas. Il n'y a pas de lumière dedans, il n'y a rien. Ça pue à l'intérieur, c'est pire qu'un cimetière en fait. C'est plus noir que dans le tombe même. Il met les gens là-bas pendant 24 heures et 2 jours, 3 jours. C'est la folie, tu peux pas expliquer en fait. Personne ne peut expliquer les centres. Voilà, personne ne peut expliquer le centre. On va tâcher de le faire quand même, nous, un petit peu ce matin. Donc ça, c'est des gens qui étaient enfermés, je crois même pas pendant le Covid, qui étaient enfermés, enfin je sais pas, mais a priori, c'était des conditions, on va dire, habituelles d'enfermement, ces personnes qu'on a entendues. Je sais plus exactement. En tout cas, un grand bravo à mes collègues du Ménil qui ont retrouvé ces personnes et qui ont beaucoup travaillé pour mettre en place cette exposition. Donc voilà, bravo à elles. Est-ce qu'elles étaient là? Je pense qu'elles étaient aussi là en 2020 pendant le Covid. J'étais pas encore au Ménil-Amelot, donc j'ai pas l'historique. Non, a priori, les personnes qui ont témoigné dans le cadre de l'expo Rétention, dans le cadre de Festival Migrants Scène, n'étaient pas pendant la période de Covid, ce qui reflète bien les conditions absolument horribles et dégradantes. Avec des conséquences psychologiques très très importantes sur les personnes quand on est retenu dans les centres de rétention. Juste une petite anecdote, enfin c'est pas une anecdote, je connais depuis longtemps un monsieur malien qui a été retenu près de 60 jours en rétention et qui ayant une famille en France a été quand même soutenu, donc et alors, au moins pendant 3-4 mois, après avoir été libéré, il téléphonait aux cabines téléphoniques, parce qu'il y a accès à des cabines téléphoniques dans les centres de rétention, et il contactait un ou deux potes, entre guillemets, et puis il apportait de la nourriture, parce qu'il disait, la bouffe est tellement dégueulasse, que si au moins on mange un peu mieux, voilà. Je veux dire, ça, cet exemple, ça montre quand même que les conditions en rétention sont extrêmement difficiles. Oui, c'était d'ailleurs l'une des revendications des personnes retenues cet été. Il y a eu une grosse émeute au Ménil-Amelot et elles se plaignaient notamment de la qualité de la nourriture et des heures de restauration également. Donc le dernier repas était à 18h, il me semble, dans la journée. Donc les personnes, jusqu'au lendemain, n'avaient accès à rien, sauf si elles ont pu entre-temps acheter des petits gâteaux aux machines. Donc ça, c'était une première revendication. Il y avait aussi à pouvoir avoir accès à leur téléphone portable. Donc comme vous l'avez dit précédemment, si le téléphone portable a une caméra, donc c'est pas possible de l'avoir et les personnes s'ennuient énormément au centre de rétention. Moi, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit mais c'est pire que la prison ici, il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'activité. C'est juste l'angoisse d'être à un moment pris, emmené dans une voiture, escorté jusqu'à l'aéroport et expulsé. C'est juste une attente angoissante qui ne finit pas. Juste, alors c'est pas pour rajouter du malheur au malheur, mais il faut quand même le signaler, c'est aussi l'angoisse de familles laissées à l'abandon, parce qu'on imagine un monsieur qui travaille clandestinement, qui est arrêté sur son lieu de travail, conduit au commissariat puis en rétention. Il travaille pas pour son plaisir, mais pour gagner de l'argent, pour soutenir sa famille. On sait que les loyers, quand on n'a pas d'existence officielle sur les territoires français, sont très très chers. Donc peut-être que du coup, sa famille peut se retrouver à la rue, ne pas pouvoir payer un loyer pendant un mois, et puis ça peut amener des catastrophes en fait, ça peut briser des familles, ça peut mettre les gens vraiment dans la merde en fait, pour le dire clairement, que de devoir passer 15 jours même en rétention, ces 15 jours où on ne peut pas travailler, où on est coupé de tout et où si on a une famille à charge qui est dans la même situation, eh bien c'est tout qui s'écroule brutalement en fait.
Oui, c'est ça. Et au-delà des personnes qui sont juste en situation, qui travaillent régulièrement ou quoi, il y a des personnes qui sont parents d'enfants français, par exemple. On en a beaucoup au centre de rétention. Elles sont soi-disant protégées contre l'expulsion, mais pour plein de raisons, elles sont quand même au centre de rétention en attente d'expulsion. Donc des personnes qui ont des vies privées et familiales très importantes en France. Donc oui, il y a des vies brisées au centre de rétention, ça c'est sûr. Ok, on reviendra dans cette deuxième partie d'émission sur le temps de rétention. La CIMAD l'a souvent signalé, c'est un temps qui est absurde dans le sens où on sait que les réelles expulsions se font dans les premiers jours, souvent, et qu'il y en a très peu qui se font dans les 20 derniers jours, on va dire, enfin en tout cas une moindre proportion. Vous préciserez ça, Stéphanie, vous n'êtes peut-être pas tout à fait d'accord. Donc ce temps qui s'allonge devient aussi absurde comme en fait la rétention en elle-même. Mais on y reviendra ensemble juste après un peu de musique. Enfin prendre du repos, j'ai dégoté le soleil. S'il se couche sur une bière, c'est la mer. S'il est pas fou, c'est une merveille qui met le cafard en état de guerre. Sûr, c'est pas du pôle Nord, son sourire brûlant. Son voyage n'est que d'ici. On le croit d'ailleurs, c'est marrant. Lui qui pensait n'avoir qu'une vie. Imagine, si Magide s'en va, et nos rêves, qui dans les boira. On a tout regardé, mon grand frère sans papier. On a rêvé tous les mélanges. Je n'aurais jamais parié qu'un jour on te dirait que tu déranges. Voici l'heure, ma grande gueule, de faire taire ton honneur. Toi qui portais la tête haute, t'apprendras tes chaussures par cœur. Les flics du métro savent ta faute. Imagine, si Magide s'en va, et nos rêves, qui dans les boira. Pareil qu'il y en a qui veulent chartériser un code double, qu'on veut virer notre prince arabe, qu'on orphelinise donc sa cour, qu'on le perde dans un panier de crabes, et nos larmes amères couleront le pays. On n'a pas le cœur en map-monde. Qui peut prétendre trier nos vies et affûte les armes de la fronde. Imagine. Imagine si Magide s'en va. Et nos rêves, qui dans les boira. Imagine si Magide s'en va. Imagine. C'était Loïc Antoine, Magide sur Cause Commune 93 points. On parle ce matin dans Liberté sur Parole avec Anne-Marie Dalle qui est bénévole à la CIMAD, spécialiste des questions d'asile et d'éloignement, et Stéphanie Farjon qui est juriste, salariée de la CIMAD et intervenante au centre de rétention du Mesnil-Amelot. On parle de la rétention administrative justement. On a parlé des conditions générales de la rétention administrative en période entre guillemets normale, mais alors les choses se compliquent quand apparaît une épidémie, parce qu'on va le voir avec vous notamment Stéphanie, les conditions des personnes retenues, notamment les conditions sanitaires à l'intérieur des centres, ne permettent pas de limiter la propagation du virus, et notamment au Mesnil-Amelot où vous travaillez,
il y a eu un cluster, et il y en a, ça se multiplie en France. Il y a eu, je crois que le premier c'était au CRA de Lyon, Saint-Exupéry, je crois qu'il y en a eu à Toulouse, je crois qu'il y en a, j'en ai dénombré quelques-uns, mais c'est un peu dans toute la France que on a une personne malade. Moi j'ai appelé, comme disait Anne-Marie, j'ai appelé à une cabine téléphonique l'autre jour, et j'ai un monsieur qui me disait mais on crache le sang, il y a une personne qui crache le sang, moi j'ai peur, et effectivement c'est très compliqué d'avoir notamment du gel hydroalcoolique parce qu'il y en a très peu, les masques un petit peu mais pas suffisamment, en tout cas plus que pendant les premiers temps mais pas assez. C'est dangereux pour les personnes retenues, et c'est dangereux aussi pour les personnels qui y travaillent. Tout à fait. Donc la CIMAD s'est retirée du CRA numéro 3 au début du mois de décembre en raison de l'apparition d'un cluster. Donc il y a la mise en place de tests et déjà a pris du temps. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient malades, et à un moment on n'a plus accès aux personnes retenues parce que isolement. Donc il y avait un bâtiment spécial dédié aux personnes qui ont testé positif à la Covid, un bâtiment des personnes qui ont refusé le test mais qui avaient des symptômes, et un bâtiment des personnes supposément négatives. Ce qui est intéressant avec les tests PCR, c'est que c'est important de pouvoir le faire pour savoir si les personnes sont positives, si elles sont malades, pour pouvoir les isoler, etc. Mais en même temps, les personnes, elles ne veulent pas être testées parce qu'elles ont peur que ça entraîne leur expulsion. Étant donné que pour beaucoup de renvois vers des pays, il faut un test PCR négatif. Donc la situation sanitaire au CRA, elle permet pas à ce que les personnes soient en sécurité. Par exemple, les sanitaires, les salles de bain, les toilettes, elles sont en commun. Il y a 2 personnes par chambre. Le réfectoire est en commun. Bon, ils essayent de faire des systèmes où c'est des petits groupes qui y vont, etc. Mais c'est vrai qu'avec le variant qu'on a, l'Omicron, c'est encore plus contagieux, et donc c'est très difficile de le contenir au sein du CRA, de contenir ce virus. Et il y avait la situation du CRA numéro 2 où il n'y a aucun test, en tout cas aucun dépistage collectif qui a été mis en place, malgré de nombreuses personnes qui sont déclarées être malades. Nous, on a entendu les personnes nous dire qu'elles sont malades, mais un refus de faire un dépistage collectif. Les personnes peuvent aller demander, mais il y a encore ce problème de si je fais un test, je peux être expulsée plus facilement. Voilà. Oui, alors ça, il y a eu une loi, je crois, ou un arrêté, je ne sais pas, qui a été voté cet été pour dire que les personnes qui refusaient le test PCR, ce que vous avez signalé tout à l'heure, Stéphanie, pouvaient être emprisonnées. Elles risquaient, alors j'ai oublié le nombre de mois de prison, mais c'est quand même considérable, pour avoir refusé de se faire tester, et donc d'avoir pas pu monter dans l'avion. Et on comprend, vu l'enjeu, évidemment, que ces personnes sont prises entre plusieurs feux, c'est-à-dire la peur de la maladie, la peur de l'expulsion. C'est des situations, je crois que quand on est en situation régulière en France, on ne peut pas imaginer. J'ai oublié de mentionner les personnes qui ont des situations de comorbidité au sein du centre. Elles sont vraiment mises en danger en raison du Covid. Alors vous dites, on s'est retiré du CRA, la CIMAD a fait valoir son droit de retrait, c'est pas la première fois que vous le faites, mais est-ce que, du coup, qu'est-ce que ça signifie par rapport à l'accès aux droits des personnes ? Au CRA numéro 3, le fait est qu'on n'avait plus accès aux personnes retenues, et en raison de l'isolement, du confinement du CRA, il n'y avait pas de personnes entrantes. Donc notre présence, elle ne servait pas vraiment à grand-chose, et même plutôt à créer des frustrations parce qu'on n'avait rien à apporter aux personnes, et en plus on ne pouvait plus les voir à un certain moment. Comme je vous l'ai dit, il y a des bâtiments qui étaient vraiment dédiés aux personnes positives, et les personnes, pour avoir accès à la nourriture, par exemple, elles avaient les services de police qui venaient avec les combinaisons pour leur donner la nourriture au sein même du bâtiment. Donc pour nous, c'était compliqué de rester dans ces conditions, et pour le personnel aussi de la CIMAD.
Et ça veut dire aussi que ces personnes qui étaient donc mises un petit peu en quarantaine, isolées, elles n'ont plus le droit de visite non plus, on suppose, donc plus le droit, je suis fumeuse, donc tout de suite je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi en rétention qui sont peut-être fumeurs, mais qui est-ce qui va me porter mes cigarettes alors mais c'est pas une petite question quand on est enfermé et qu'on est dépendant à un produit qui est pas bon certes, mais qui est pas encore illégal, donc voilà, il y a mais même ça portait un paquet de gâteaux pour compléter, ça veut dire que ces gens sont dans des conditions encore pires que d'habitude, avec on peut devenir dingue si on n'a pas sa cigarette et qu'en plus on n'a rien à faire et qu'en plus on est malade et dans l'inquiétude. Alors pour ce qui est des cigarettes, je ne sais pas, parce qu'on n'était pas là, si les services de l'OFI qui habituellement apportent des cigarettes aux personnes retenues, est-ce qu'ils l'ont fait ou pas, ça, je ne sais pas. En tout cas, oui, ça rend complètement fou d'être enfermé, de ne pas pouvoir sortir, parce qu'elles n'ont plus accès aux zones communes de vie. En fait, elles ont accès à la toute petite cour du bâtiment, qui est complètement grillagée. À cela, c'est ajouté que dans certains bâtiments, il y a eu des problèmes de chauffage. Donc avec des personnes qui sont plaintes de ne pas avoir de chauffage ou d'eau chaude. Voilà, ça rajoute en plus à la situation folle. Ouais, c'est pas comme si on était en hiver. Alors ce qui est assez choquant, c'est que Dominique Simoneau, la contrôleure des lieux de privation de liberté, a évoqué la situation dans les CRA lors d'une interview sur France Info la semaine dernière. Elle a parlé surtout des prisons, mais dans le discours des pouvoirs publics, ces questions-là n'apparaissent absolument pas. Il n'y a aucune décision qui est prise qui pourrait aller dans le sens d'un peu d'humanité et de dignité humaine, de respect des droits humains. Ça n'apparaît absolument pas. La situation dans les centres de rétention administrative, c'est un angle mort en fait de la politique sanitaire en France partant de Covid, on dirait. Oui, puis là on est vraiment dans la démonstration de l'enfermement d'affichage en fait, parce que y a pas forcément de perspective d'éloignement, mais on continue à enfermer. Au CRA numéro 2, alors que le CRA numéro 3 a été confiné, on a eu tout le temps, tous les jours, de nouvelles personnes qui entraient. Alors ça rentrait, ça sortait. Alors pour les cas contacts, la transmission du virus, ça le rend d'autant plus facile, les personnes rentrent, elles sortent. Nous, on a alerté la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, à ma connaissance, sans suite en fait. Ouais. Anne-Marie, vous vouliez rajouter quelque chose ? Il y a de plus en plus d'expulsions depuis 2020, mais même 2019, alors qu'il faut rappeler que la rétention n'est légalement prévue que pour préparer et mettre en œuvre l'expulsion des personnes en situation irrégulière. Donc en situation de crise sanitaire où la promiscuité des personnes dans des lieux de rétention est grave pour leur santé, voilà, parce qu'il y a quand même un virus qui circule, donc il y a quand même un virus qui circule, il ne faut quand même pas l'oublier. D'ailleurs, je crois qu'il y a des personnels de la police de l'air et des frontières qui est malade aussi. Donc il y a un acharnement vraiment pour... c'est même pas expulsé, puisque le nombre de vols est quand même très très réduit. Et certains pays comme l'Algérie, c'est quasiment impossible d'expulser vers l'Algérie, par exemple, ou le Maroc, je crois. Oui, qui ont fermé leurs frontières. Mais il y a quand même un acharnement. Notamment. Et c'est pour ça que nous, associations, c'est vraiment la bataille de l'opinion publique. C'est vraiment la bataille de l'opinion publique parce que il y a plein de gens en France qui ne savent de façon très 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 diffuse ce qui se passe. Donc voilà. Et si je fais une toute petite parenthèse, enfin c'en est pas une, sur le site de la CIMAD, il y a une chronique d'une personne qui a été retenue, lacimad.org, qui explique, c'est une chronique très très récente de début décembre, si ma mémoire est bonne, qui explique les conditions de rétention au Mesnil-Amelot. Et elle commence sa chronique « Liberté, égalité, fraternité », en lettres capitales. Je vous assure que c'est extrêmement touchant et ça montre bien la réalité de l'enfermement en rétention. Parce que on dit avec des mots pudiques enfermement retenu, mais même si un centre de rétention n'est pas une prison, si on dit pas cellule, on dit chambre,
ce sont quand même des personnes enfermées pour des durées qui peuvent aller jusqu'à 90 jours et qui, même s'il y a par exemple des zones de vie, etc., les conditions psychologiques sur les personnes sont exactement les mêmes que la prison. Ça, je crois qu'il faudrait que l'opinion publique s'en rende compte un peu. Ouais, voilà. Mais ça, c'est effectivement un petit peu l'angle mort, aussi bien les prisons hein, où les clusters se multiplient également, tous les lieux d'enfermement, on peut parler de certaines maisons de retraite aussi, d'hôpitaux psychiatriques, tous les lieux d'enfermement. Heureusement qu'on a une contrôleuse générale des lieux de privation de liberté parce que ces lieux sont un petit peu hors la vie, hors de nos regards, hors de nos préoccupations parce que personne n'en parle. On essaye de le faire ce matin. Donc pour conclure, pas tout à fait conclure d'ailleurs, qu'est-ce que la CIMAD demande dans la période concernant les centres de rétention ? Stéphanie ou Anne-Marie ? Okay. On demande la fermeture de l'ensemble des CRA, tout simplement. Depuis le début de la pandémie, d'autant plus, étant donné qu'il n'y a pas de perspective d'éloignement, ces rétentions, pour la plupart, elles ne servent à rien. Donc on demande la libération des personnes, en particulier dans le cadre de la pandémie, et de façon générale, la fermeture des CRA. Alors, de façon générale, ça veut dire que pour vous, et même on peut parler de choses objectives, parce que je crois que c'est 25 000 € le coût de rétention d'une personne enfermée par jour, parce qu'il faut payer les gens pour le surveiller, etc. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent public qui est mis dans la rétention des personnes pour un taux d'éloignement qui est assez faible finalement. Donc c'est vraiment beaucoup d'argent qui est mis pour une mesure qui est humiliante et punitive et pas forcément efficace même au regard des objectifs fixés. Est-ce qu'on peut imaginer, quand vous dites il faut que ces lieux n'existent plus, on peut imaginer que après tout, il y a un droit en France, il y a des gens qui peut-être doivent quitter le territoire. Bien sûr, on peut discuter de cette politique d'expulsion massive et de forteresse qu'est l'Europe, mais on peut imaginer aussi que on respecte ce droit et on pourrait imaginer que les gens soient assignés à résidence, tout simplement. C'est ce que vous demandez, en quelque sorte, assignés à résidence chez eux ? Alors, pas forcément. L'assignation à résidence, ça va pas empêcher l'expulsion. Ça va empêcher l'enfermement en rétention parce que c'est juste insupportable d'être enfermé dans ces endroits. Mais l'assignation à résidence, au final, normalement, il y a quand même la mesure d'expulsion qui court et qui doit être mise en œuvre. Donc, personnellement, je pense que la CIMAD, elle souhaite la fermeture des centres, notamment, mais également la fin de cette politique de non-accueil de la France. Donc, idéalement, il faudrait permettre un meilleur accueil, que les personnes aient accès à leurs droits, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'y arrivent pas. On a tous les problèmes d'accès au guichet, notamment pour faire des demandes de titre de séjour, de renouvellement de titre de séjour. Donc, voilà. Allez, on va y aller, on va faire nos vœux pour 2022. Donc, on transforme tous les centres de rétention en centres d'hébergement d'urgence, avec accès aux droits, accès direct à la préfecture, pour que les gens puissent expliquer avec un grand renfort d'interprètes leur situation, pourquoi ils sont là, quel est leur projet de vie, etc. Et qu'on leur donne juste le droit de le vivre, leur donne le droit de travailler, de s'insérer normalement dans la société, parce qu'on sait que beaucoup de gens sont bloqués aussi administrativement et ils peuvent pas. Enfin, c'est des gens qui ont fait des kilomètres on pourrait imaginer que de se débrouiller, de trouver un travail, c'est quelque chose qui ils n'ont pas trop les deux pieds dans le même sabot, on va dire, puisqu'ils ont déjà traversé la mer. Donc on peut imaginer que s'ils avaient le droit de le faire, ils trouveraient assez facilement un travail et ils pourraient se construire une vie. Et donc on rêve qu'on transforme les centres de rétention administrative et qu'on met tous ces moyens pour juste les aider à passer le cap et à devenir autonomes très vite. Mais il faut repenser l'immigration, pas en termes d'obstacles, mais en termes d'accueil et d'enrichissement de la société. Enfin, je veux dire... et puis, oui, c'est ça, il faut repenser la vision globale de l'immigration. L'immigration, c'est un mot d'ailleurs que j'aime pas trop, mais j'en trouve pas d'autre, quoi. L'accueil des personnes qui enrichissent notre société et puis aussi
Vous savez, la CIMAD, c'est l'humanité passe, voilà. Et ben, je veux dire, repenser dans une vision avec un peu plus d'humanité. Voilà, je crois que c'est important. Et puis en plus, le respect du droit. Les pratiques illégales des préfectures, les décisions timorées des juges de la liberté et de la détention, je veux dire, l'accès au droit pour bien nombre de personnes, qu'elles soient retenues ou pas retenues, est de plus en plus compliqué. Donc, ça suffit, quoi. Voilà, ça suffit. J'ajouterais juste une chose, c'est que en ne donnant pas de droit aux gens, on laisse pourrir des situations, on favorise la criminalité et du coup on donne une mauvaise image des gens qui arrivent parce que ils n'ont parfois pas d'autres moyens que d'agir illégalement pour pouvoir survivre sur le territoire, alors qu'en fait ils veulent pas spécialement être assistés, ils veulent juste avoir le droit de vivre normalement et ça irait beaucoup mieux. C'est comme l'histoire des frontières qu'on ferme et du coup on invente les passeurs, du coup on invente cette criminalité. S'il y a des voies d'accès légales dans les pays, les passeurs perdent automatiquement leur business et ça leur ferait le plus grand bien. Voilà, c'est repensé, mais pas forcément de manière angéliste ou naïve, mais de manière, on va dire, logique et rationnelle. Et concrète. Oui, et puis il n'y a pas que ceux qui viennent d'arriver, il y a aussi également des personnes qui, ça fait des années, des décennies qu'elles sont en France, elles ont établi leur vie ici, elles ont grandi ici. Ça n'a aucun sens pour certaines personnes de retourner à leur pays d'origine, parce qu'elles en ont juste la nationalité, mais elles n'ont aucune connaissance de ce pays. Donc il y a aussi quand même beaucoup ces profils au centre de rétention. Donc faut pas oublier également qu'il y a... L'administration rend des situations vraiment absurdes parce qu'on a eu un parcours de vie un peu chaotique pour des raisons diverses. Et on se retrouve à devoir être expulsé parce qu'on n'a pas su faire valoir nos droits au bon moment, ou on a raté un rendez-vous. Voilà. Ce qui peut nous arriver à tous, bien sûr, mais c'est plus lourd de conséquences pour certains que pour d'autres. Merci vraiment à toutes les deux d'être venues ce matin commencer cette année de partenariat avec la CIMAD avec nous. Merci Anne-Marie Dalle. On vous retrouve, les gens qui ont besoin de vous peuvent vous trouver à la permanence des Batignolles. Je crois que vous avez un peu de boulot. Et vous aussi, Stéphanie Fargeon, puisque quand vous dites on s'est retiré, vous intervenez en visio encore ou... Sur l'un des centres, on intervient à distance et sur l'autre, c'est en discussion en ce moment même. D'accord. Tenez bon courage et surtout continuez quand même à aider les gens qui en ont extrêmement besoin. On se quitte en musique. Reçu une lettre venant de la sous-préfète, m'apprenant ce matin que je suis clandestin, que ma carte est périmée depuis juillet dernier. Faut que j'attende comme un con le service d'immigration. Mais moi je suis un homme qui paie des impôts comme tous ceux qui attendent à la sortie de l'école. Car j'ai des mômes, j'en ai même deux. J'en ai deux. On m'a fouillé les poches, mon veston et ma sacoche. Par terre on m'a plaqué, des fois que je sois armé. On m'a même mis à poil, pas de peau, j'avais que dalle. Ou juste ma peau café qui excitait, c'est frustré. Mais moi je suis un homme, je ne veux pas qu'on me parte comme les bœufs. Je vais pas faire de chagrin à mes collabos de voisins. Les voisins me jette du camion au centre de rétention, la tête même pas peignée, les menottes au poignet. Je sors juste du travail, je suis même pas présentable. J'ai fait ça l'impression et direct dans l'avion. Ça fait 5 heures de vol vers le pays de mes aïeux. Là-bas je ne connais plus personne, je suis le dernier et le plus vieux. Et le plus vieux.
descendu du charter, arrivé à Dakar, personne ne m'attendait, à part les policiers. J'ai une faim de loup, mais je n'ai pas un rond. Je veux revoir mon pays, ramenez-moi à Saint-Denis, car moi je suis un homme qui ai travaillé pour la France. Je veux bien qu'elle me nomme Martin Dupont, c'est comme elle veut, c'est comme elle veut. J'ai reçu une lettre venant de Hammamet, d'un enfant de pêcheur qui a trouvé un passeur. Je reprendrai la route, le prix est onéreux, peu importe ce que ça me coûte, je veux rentrer chez eux. Au pays des droits de l'homme, la terre d'accueil des nécessiteux, je veux bien qu'on me nomme Martin Dupont, c'est comme on veut, c'est comme on veut. Au pays des droits de l'homme, la terre d'accueil des nécessiteux, je veux bien qu'on me nomme Martin Dupont, c'est comme on veut, c'est comme ils veulent. Connais pas la crise, épanouie et l'exil des trésors satinés, dorés à souhait. J'ordonne une expertise, mais la vérité m'épuise. Inlassablement se dévoile de mes doigts de palper, palper là cet épiderme qui fait que je me dresse, qui fait que je bosse le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube, une partie de la matinée et les vacances, abstinence. Ma petite entreprise, ma locomotive avance au mépris des sémaphores, ne tire du néant. Qu'importe l'amour, importe, qu'importe l'amour s'exporte, qu'importe le porte-à-porte en Crimée, au sud de la Birmanie, les lobbies en Libye, au Laos, l'Asie coule à mes oreilles. Ma petite entreprise connaît pas la crise, s'expose au firmament, suggère la reprise, embauche de gauche, inlassablement se dévoile, et mes doigts de palper, palper là cet épiderme qui fait que je souque, qui fait que je toque à chaque palier, escalier C, bâtiment B, à l'oreille de ce lèvre. Qu'importe l'amour, importe, qu'importe l'amour s'exporte. Je perds le nord, qu'importe, quand je vois se poindre les pyramides, nez, mes lubies. L'Asie coule à mes oreilles, ma petite entreprise connaît pas la crise, épanouie et l'exhibe des trésors satinés, dorés à souhait. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube. Le lundi, le
mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube. Seconde partie de Liberté sur Parole, toujours sur Cause Commune 93.1. Dans cette deuxième heure d'émission, on va s'intéresser à un sujet grave, puisqu'on va parler du viol comme arme de guerre en République démocratique du Congo. Alors pourquoi ce sujet ? Ce sujet m'a été apporté par 3 jeunes femmes, 3 étudiantes qui sont avec nous ce matin et qui ont décidé, elles sont en Master 2 de sciences politiques à Nanterre, et elles ont décidé de s'emparer de ce sujet dans le cadre d'un travail universitaire. Ça va donner une conférence qu'elles organisent après-demain donc à Nanterre, et on va tout d'abord les présenter. Donc Chloé Sublet, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes donc en Master 2, c'est bien ça ? Oui, exactement. Voilà, et avec quelle spécialité particulière ? Enfin, c'est toutes les 3 la même, hein ? Oui, c'est ça. Nous sommes spécialisés dans les enjeux et les questions humanitaires. Donc c'est aussi pour ça qu'on a été amenés à s'intéresser à ce sujet qu'on va développer aujourd'hui. Oui, absolument. À côté de moi, Morgane Marivouette, c'est bien ça ? J'ai pas écorché votre nom. Donc Morgane, pareil, vous avez une vingtaine d'années, je veux dire, à peu près, toutes. Oui. Et vous êtes dans le même master, et vous avez décidé de travailler ensemble toutes les 3 avec également Camille Hervaux, bonjour. Bonjour. Et donc, racontez-moi un peu comment, quand on a 20 ans, alors évidemment, les questions internationales, c'est votre domaine, hein, mais pourquoi vous avez décidé de vous attaquer à ce sujet grave, poignant, très intéressant, hein. On va le découvrir parce que on tire un fil et on se rend compte qu'il y a des enjeux géopolitiques, qu'il y a des enjeux culturels, qu'il y a des enjeux féministes, bien sûr, mais pas uniquement. Là, on sort totalement de l'unique violence faite aux femmes. C'est la violence faite à des communautés, c'est l'exode rural, c'est la question des ressources qui est sous-jacente. Enfin voilà, c'est un sujet que vous m'avez fait découvrir dans toutes ses dimensions et qui est vraiment multiple. Mais vous, qu'est-ce qui vous a... Est-ce qu'il y en a une qui a été motrice dans ce choix ? Comment ça s'est décidé entre vous de faire ce travail ? Et vous allez nous expliquer en quoi ça consiste justement ce travail sur ce thème. Écoutez, moi je pense que je peux parler au nom de nous 3 en disant qu'on est quand même globalement très féministes, engagées différemment, chacune à notre manière, mais que on est militantes. Et c'est vrai que notre cursus, quand même très porté vers les questions internationales, on s'est dit, on va un peu mêler l'utile à l'agréable. Et donc, on s'est dit... C'est presque l'utile à l'utile. Hein. C'est un peu, ouais. Et on s'est dit, c'est vrai que les questions de viol en RDC, le viol comme arme de guerre, c'est des questions dont on n'entend pas assez parler, alors que c'est profondément dramatique. Ça tue des femmes, ça tue des enfants, ça détruit des familles, ça détruit des villages, des communautés entières. Et même nous n'étions pas spécialement vraiment trop au courant en fait de ce qui se passait en RDC, notamment dans la région du nord du Kivu. Donc on s'est dit c'est intéressant, si ça nous intéresse nous, ça va forcément intéresser d'autres personnes. Et c'est le cas. Et on a trouvé des intervenantes brillantissimes pour notre conférence qui en parleraient bien évidemment mieux que nous. On va en entendre quelques-unes. Voilà. Et donc c'est pour ça, je pense qu'on a choisi ce sujet-là. C'est parce qu'on est féministe, qu'on a envie de porter... de mettre en lumière en fait des questions dont on n'entend pas assez parler, alors que c'est fondamentalement important de savoir ce qui se passe ailleurs. En tant que femme, mais également en tant qu'homme, en tant qu'étudiante, en tant qu'adulte, en tant que... Oui. Et ça met aussi en question, d'une manière plus globale et intersectionnelle, la question du corps des femmes. Tout à fait. Qui est centrale, on l'entendra dans les extraits. Hein. C'est-à-dire que par le corps des femmes passe l'anéantissement de tout un tas d'autres choses.
Exactement. Camille, vous vouliez ajouter ? Oui, je voulais ajouter le fait que c'est pour nous très important de parler de ce sujet en tant qu'étudiante française blanche qui avons des privilèges que ce soit académiques, culturels, etc. Et c'est important pour nous de mettre en lumière et de faire du plaidoyer justement et donner la parole à ces femmes survivantes parce que c'est important et que oui, il faut donner la parole, il faut utiliser notre privilège pour essayer de donner la parole à ces femmes survivantes qui se battent et qui essaient de se reconstruire après avoir vécu des atrocités. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter. C'est une question, oui, de plaidoyer, de privilège, de partage. Et puis aussi de diffuser le savoir, parce qu'on ne peut pas évidemment se rendre compte, si on ne s'intéresse pas à la situation, à quel point c'est multidimensionnel et à quel point l'Occident a aussi sa responsabilité, parce que les ressources du Congo, j'ai à côté de moi un petit objet qui s'appelle un téléphone portable, on en a tous, peut-être qu'on est aussi un peu responsable, parce que les métaux rares, ils se trouvent beaucoup dans les régions d'où on tente de faire fuir ces gens à travers cette arme qui est le viol. Peut-être, Chloé, vous pouvez nous expliquer comment vous avez travaillé. Ok, on a une super idée en début d'année, universitaire. Déjà, on se met d'accord pour bosser à 3. Vous vous connaissiez avant, vous êtes camarades de lutte déjà, féministe. et donc, vous mettez d'accord sur le sujet. Et là, comment on fait, comment on trouve les contacts, je vous ai vu réaliser un entretien, Chloé, que vous avez mené de main de maître, et on en entendra certains extraits, où vraiment vous êtes dans une écoute et dans une précision vraiment intéressante. Et d'ailleurs, je pense que peut-être on verra lors de la conférence ce document que vous m'avez fait le plaisir de me transmettre avant. Alors, comment va se construire cette conférence et comment vous l'avez construite ? Alors merci pour ces questions. Effectivement, on se connaît depuis l'an dernier avec Morgane et Camille. On a fait notre M1 ensemble et on poursuit cette année en M2 ensemble. Et on a senti qu'on pouvait très bien travailler ensemble. Et ça s'est effectivement confirmé tout au long de ce projet et tout au long d'autres projets également au cours du semestre. Et pour ce qui est de la construction de cette conférence, ça s'est fait très progressivement au fur et à mesure des semaines depuis le mois de septembre. Pour ce qui est des contacts, c'est Camille qui a mené un travail formidable de contact de beaucoup de gens. Camille, c'est une pro de la com. Hein. Ah, très clairement, on a eu beaucoup de chance de l'avoir avec nous. Et effectivement, elle a été en mesure de convaincre des personnes formidables qui seront là mercredi soir à 17h, du coup, campus de Nanterre, pour cette conférence. 17h, campus de Nanterre, quel métro, C'est ouvert à tous, hein ? C'est ouvert à tous, dans une limite de 113 places, me semble-t-il. Bien sûr, dans le respect des mesures sanitaires, le masque, l'aération de la salle, tout sera fait en ordre. Mais pour l'instant, c'est maintenu. D'accord. J'espère que ça le sera, c'est quand même trop important pour que ça... Non, on va même pas y songer. Effectivement, on préférait que ce soit en présentiel. Et pour ce qui est de ce document, effectivement, que vous avez évoqué, cet entretien avec Madame Masika Biamba, une grande dame dont j'ai découvert le travail en préparant justement cet entretien avec elle, que j'ai fait, je crois que c'était à la mi-décembre. Ça a été un plaisir d'échanger avec elle et surtout de l'écouter et d'écouter 2 personnes survivantes également qui ont pris part à cet entretien, Anita et Mamie. Elles m'ont appris beaucoup de choses lors de cet entretien, des choses comme on évoquait tout à l'heure. Ce sont vraiment des sujets qui sont en réalité multidimensionnels. Il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en jeu et des choses que je n'imaginais même pas. Par exemple, elles m'ont parlé du fait que le viol peut entraîner des phénomènes d'exode et que ça brise les communautés. Et ça, c'est quelque chose auquel je n'avais absolument pas pensé, mais qui justement a permis de nourrir notre réflexion de notre côté et d'enrichir ce projet de conférence autour de la thématique du viol comme arme de guerre en RDC. Et ce travail que vous avez fait pose aussi bien sûr la question du droit. Quand on parle de viol comme arme de guerre, le mot n'est pas juste pour faire mouche, ça implique un crime de guerre. Ça implique
la possibilité d'intervention du droit international qui peut peut-être pallier je vais pas dire les carences du droit, parce que le droit existe en RDC, mais la difficulté d'application du droit en RDC, comme l'ont très bien expliqué ces femmes, et comme vous pourrez l'entendre lors de la conférence du 5, voilà, c'est encore un pays en guerre, avec des tribunaux militaires, avec des magistrats débordés, avec peut-être pas une volonté politique tout à fait manifeste de punir ces crimes. Donc peut-être que le droit international peut prendre le relais, et je crois que c'est ce qu'attendent ces femmes aussi, d'avoir une aide internationale pour faire reconnaître ces crimes et les faire punir et surtout cesser. Camille. Oui, justement sur l'aspect juridique, je voulais préciser quand même que la République démocratique du Congo a ratifié la Convention de Genève de 1949 en 1961, donc avant le début de la guerre, et qu'ils ont aussi ratifié les 2 protocoles additionnels, le 1 et le 2, qui s'engagent quand même à lutter contre les violences faites aux femmes, c'est-à-dire contre les viols, contre la prostitution forcée et contre l'esclavage sexuel. Donc on a quand même une problématique c'est un pays qui connaît les lois internationales sur ces sujets-là, qui a ratifié la convention, mais qui n'arrive pas ou qui n'est pas en capacité, ou n'a pas la volonté, ça je ne le sais pas, je laisserai nos intervenantes. D'ailleurs, je me fais une petite parenthèse, nous aurons la chance d'accueillir Fanny Benedetti, directrice exécutive d'ONU Femmes France, mercredi à la conférence, ainsi que Héloïse Onomba. Merci beaucoup. Mais du coup, oui, sur l'aspect juridique, il y a quand même des espèces de tensions où le droit international n'est pas appliqué, n'est pas applicable au sein de la région Nord Kivu et même dans d'autres régions de la RDC. Et oui, ce qui est problématique aussi, et ce que je voulais rajouter, c'est que le viol est une brisure personnelle, mais aussi une brisure de la famille, une brisure communautaire. C'est quelque chose d'éperdument compliqué à dénoncer, à dire qu'on a été victime de viol, parce que ça remet en cause un petit peu la place de la femme, comme malheureusement on vit sous le patriarcat, mais comme objet sain, pur, mère de famille, tout cela. Donc les femmes qui arrivent et qui ont le courage, la force de parler et de dénoncer les exactions qu'elles ont subies, c'est incroyable, et c'est malheureusement rare, justement parce qu'elles ont ce poids-là de devoir s'intégrer dans de faire part d'une communauté où justement c'est à partir du moment où une femme est violée, elle est brisée, elle n'est plus mère, elle n'est plus femme. On entendra Anita le dire tout à l'heure à travers l'interview. Non, pas beaucoup mieux. Elle le dit aussi, mais elle le dit malheureusement parce qu'elle l'a vécu. Avant, je ne sais pas si l'une d'entre vous pourrait nous faire un petit panorama de la situation en RDC. Parce que c'est vrai qu'on connaît mal ce pays. On dit il y a eu la guerre, mais en fait il y a encore la guerre. Voilà, est-ce que vous pourriez, l'une d'entre vous, juste en quelques minutes, nous dire un petit peu ce que ce pays de Centrafrique, ce qu'il représente, comment vivent ses habitants, particulièrement dans la région du Nord Kivu, et ce que vivent ces habitants depuis malheureusement des années, parce que certains n'ont connu que la guerre. Alors effectivement, c'est important de rappeler le contexte qui s'est installé malheureusement il y a déjà plus de 20 ans et qui effectivement est toujours en cours aujourd'hui. Alors nous, on s'est centré plus spécifiquement sur les régions du nord et du sud Kivu, qui sont plutôt au nord-est du pays. Mais en fait, la République démocratique du Congo, c'est un pays qui est effectivement ravagé par plusieurs guerres et plusieurs conflits successifs depuis les années 90, plus précisément 1996. Et ce sont des conflits qui sont par ailleurs très liés au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, étant donné que les Hutus sont
ont fui du Rwanda vers les régions du Nord et du Sud Kivu, sachant que le Rwanda est limitrophe avec ces régions-là en République démocratique du Congo. Et que ça a ensuite créé des conflits diplomatiques, des tensions diplomatiques entre le Rwanda et la RDC pour savoir justement que faire de ces personnes Hutus qui ont fui le Rwanda suite au génocide. Ça, c'est vraiment le début. Mais par la suite, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'acteurs qui ont pris part à ces conflits. Il y a de nombreuses milices armées dans ces régions-là, mais aussi dans le reste du pays, en RDC, qui continuent aujourd'hui encore, malheureusement, d'entretenir cette instabilité générale, dont les femmes sont effectivement grandement victimes par le viol utilisé comme arme de guerre. Il faut savoir aussi qu'il y a la question des ressources naturelles, qui est primordiale dans ces conflits. Étant donné que, comme vous le disiez très justement tout à l'heure, les ressources et les terres rares que nous trouvons en RDC et dans les régions du Nord et du Sud Kivu, ce sont des enjeux économiques extrêmement importants, notamment pour ces milices qui vont se les approprier, qui vont exploiter et qui vont terroriser la population avec ces moyens-là. Alors, autre question, j'espère que vous allez pouvoir y répondre parce que c'est vrai que j'ai pas assez bien préparé, j'ai pas fait les recherches, mais est-ce qu'on a une idée du nombre de femmes qui ont subi ces viols massifs, ces viols en RDC? Et je crois que c'est pas, bien sûr, hein, c'est pas le seul pays où ça existe, mais je crois que la RDC est quand même le pays le plus impacté, celui dont on a peut-être le plus parlé, parce qu'on a parlé de ce médecin qui réparait les femmes et qui répare les femmes et qui a été nobélisé. Mais c'est vrai que c'est un phénomène qui existe depuis des années. Hein. Les deux témoins que vous avez interviewés, c'est au début des années 2000 qu'elles ont été violées. Mais est-ce qu'on sait le nombre de femmes impactées par ce phénomène dramatique ? Alors, c'est évidemment très très compliqué d'avoir des chiffres précis. Parce que, comme le disait Cam très justement tout à l'heure, c'est très difficile de parler, ça demande une force extrême, un courage extrême aussi, donc c'est très très compliqué d'avoir des chiffres sur le viol. Mais alors nous, le chiffre qu'on avait trouvé, laissez-moi juste chercher dans mes notes, donc c'était sur l'année 2008, donc sur une seule année, on avait plus de 30 000 femmes qui avaient été violées dans la région du Kivu. Donc sur une année, 30 000 femmes sur la région du Kivu. Donc c'est absolument énorme, sachant que ce chiffre peut potentiellement être vu à la hausse. Voilà, et on imagine que c'est très difficile pour les femmes de parler, mais c'est aussi encore peut-être plus difficile pour les hommes, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont victimes de viols, et évidemment des enfants, des personnes âgées. Enfin voilà, on y reviendra à travers des témoignages. Je vous propose tout de suite qu'on plonge dans l'interview que vous avez réalisée, Chloé, mais j'imagine que vous l'avez préparée toutes ensemble. Hein. C'est un travail collectif, et qu'on entende un peu l'une des intervenantes, je crois que c'est Justine Masika Biamba, qui est donc présidente de Synergie Femmes Victimes de Violences Sexuelles, qui est une plateforme qui regroupe un certain nombre d'associations et qui œuvre depuis 20 ans pour des raisons, bien sûr pour prendre en charge les femmes, mais leur action va bien au-delà. Elles ont pris à peu près en main toutes les dimensions de ce phénomène. On l'écoute. Quand j'ai juste terminé mes études, j'ai travaillé dans une organisation qui s'occupait de la promotion des droits de la femme paysanne. Et lorsqu'on travaillait avec les femmes, il y a les femmes qui nous disaient, il y a un phénomène nouveau. Lorsqu'on va au champ, il y a des personnes qui abusent de nous. Et là, il nous a fallu qu'on puisse faire des recherches pour comprendre, puisque c'était difficile. Et nous avons mené des recherches et Dieu merci, lorsque nous, on essayait de mener des recherches comme Ouaki, l'organisation qui travaillait pour les femmes paysannes, il y a Human Rights Watch aussi qui a organisé des enquêtes aussi pour comprendre ces phénomènes. Et nous avons été parmi les personnes qui ont travaillé avec Human Rights Watch pour réaliser ces rapports qu'ils ont intitulé « La guerre dans la guerre ». Il y avait la guerre à l'Est, mais il y avait une autre guerre, celle des violences sexuelles faites aux femmes.
Et après la publication du rapport de Human Rights Watch, un autre rapport qu'on avait commandité, on avait vu qu'il était difficile à une seule organisation de prendre en charge les victimes de violences sexuelles. C'est ainsi qu'on s'est mis ensemble, les 35 organisations, pour voir comment on peut aider nos sœurs qui étaient abusées. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Donc, c'est une histoire qui est venue du vécu qu'on vivait puisqu'on était dans la guerre. Et on a institué 4 domaines, puisque nos sœurs qui venaient, ils avaient des lésions physiques graves. Donc, il fallait qu'on ait une prise en charge médicale. Mais aussi, elles avaient des lésions. Il fallait qu'elles puissent être accompagnées psychologiquement. Il fallait aussi celles qui connaissent leurs agresseurs qu'ils soient accompagnés auprès des juridictions pour obtenir justice. Mais aussi, il fallait qu'elles soient acceptées dans la communauté. Donc, c'est comme ça qu'on a travaillé sur les 4 domaines. Mais avec l'expérience, lorsqu'on continuait, on a vu que trouver des solutions aux conséquences, c'est une bonne chose, mais il fallait qu'on s'attaque aux causes. Et il y a plusieurs causes, bien sûr. C'est les conflits à répétition qui sont alimentés par l'exploitation illégale des ressources naturelles. Il y a l'impunité qui est généralisée partout. La non-réforme du système de sécurité, les coutumes et traditions qui considèrent la femme. Voilà, on entendait un petit peu d'écho parce qu'elle se faisait aider par ses collègues. C'était une conférence, il y avait trois personnes en fait. Cette femme, d'ailleurs, peut-être Chloé, vous nous direz qui est-elle, cette femme. Bon, on l'a présentée, on a donné son titre, mais en réalité, enfin voilà, elle a quel parcours, et puis bon, 20 ans de travail, et puis surtout, ben voilà, on a l'impression que c'est les femmes qui aident les femmes. Hein. Là, pour le coup, bon, c'est pas qu'on voit pas beaucoup d'hommes, mais c'est pas qu'on s'en plaigne, mais en même temps, voilà, on se dit, c'est les nanas qui se prennent en main, pas seulement le côté sanitaire des choses, mais le côté politique aussi. Et ça fait vachement plaisir. Donc dites-nous un peu qui est cette femme qu'on a entendue. Alors effectivement, il s'agit de Justine Masika Biamba, qui est donc née en République démocratique du Congo et qui, pour son travail, a reçu plusieurs prix, notamment aux Pays-Bas. J'ai malheureusement le nom du prix en question qui m'échappe, mais oui, elle a donc beaucoup œuvré depuis plusieurs décennies pour les femmes. Et effectivement, comme vous dites, on sent vraiment, là en l'occurrence avec les 2 autres participantes à cet entretien, Anita et Mamie, mais aussi avec toutes les autres femmes avec qui elle travaille, c'est vraiment de la sororité. Mais oui. Et ça fait plaisir. J'avais le mot, mais vraiment dans la manière. Alors c'est vrai que quand moi j'ai abordé l'entretien, je connaissais pas son parcours, le côté tout à fait brillant et reconnu internationalement de son parcours. Et quand je la voyais interagir avec les autres femmes, on sent une bienveillance, un désir d'égalité dans la prise de parole, etc. Et ça, c'est pas tout à fait un détail. Ça dit beaucoup de la manière dont ces femmes abordent les choses, se respectent entre elles, savent que de toute façon il va falloir qu'elles tiennent et qu'elles s'agrègent en fait pour lutter contre ce phénomène, et c'est pas une mince affaire. Et donc de ce qu'elle disait, c'est que voilà, elles ont découvert ce phénomène presque un peu par hasard, parce que comme vous le disiez Camille, la parole est très très rare et très difficile, et du coup voilà, en 20 ans, 20 ans c'est à la fois long mais aussi assez court, elles ont réussi quand même à mobiliser énormément autour de ce phénomène. C'est vrai qu'ici peut-être en Occident on le connaît mal, mais le travail de Justine Masika Biamba est remarquable, et elle est passée au Sénat à 2 reprises, à une en tout cas, elle est passée. Il y a une délégation avec Fanny Bendetti, Louis Guinamar et d'autres personnes dont j'ai oublié le nom, mais en tout cas elle a réussi à mettre en place son organisation, la SFVS, Synergie des femmes, et à essayer de faire entendre sa voix dans les pays occidentaux pour essayer justement d'avoir de l'aide internationale et de parler de ça, de parler du viol comme arme de guerre et de la reconstruction et de son travail formidable qu'elle fait pour l'autonomisation économique des femmes, qui est aussi un moyen de se reconstruire, parce que l'indépendance financière est primordiale pour se défaire de ses bourreaux, de tout ça. Donc oui, son travail est remarquable, et sans elle,
notre conférence n'aurait pas forcément lieu d'être parce que c'est sa voix qui nous a portés, c'est sa voix qui nous porte. Et Chloé, je t'en prie. Oui, je voulais juste ajouter une des choses formidables parmi tout le travail que fait Justine Masika Biyamba, un accomplissement, voilà, c'est le mot qui me manquait, qui est particulièrement remarquable, c'est qu'elle a milité avec son association, la SFVS, et les organisations partenaires pendant des années pour la condamnation de Bosco Ntaganda, qui a notamment pris part à des exactions et des viols massifs comme arme de guerre en RDC. Et ça a marché. Il y a quelques mois, il y a bientôt 1 an, cet individu a été condamné par la Cour pénale internationale aux Pays-Bas. Donc c'est une vraie qui victoire. est cet individu, mis à part un violeur? Alors effectivement, c'est un militaire, si je ne m'abuse. Je ne saurais vous dire de quelle milice ou de quelle organisation il fait partie précisément, mais c'était un chef commanditaire militaire, oui. D'accord, donc qui a été condamné comme responsable, parce que Exactement. Ce qu'elle raconte, c'est qu'évidemment les viols, c'est des viols collectifs. C'est ça. Voilà, c'est une milice qui débarque et qui viole tout ce qui bouge ou même ce qui bouge pas dans un village. C'est vraiment. Et justement, on va écouter un autre extrait qui malheureusement, mais je pense qu'il faut quand même l'entendre, décrit précisément ce qu'est le viol dans ce contexte. Lorsqu'on viole une femme, on introduit dans ses organes génitaux des objets pointus, c'est pas pour le plaisir sexuel, c'est pour détruire. Et lorsqu'un homme âgé de plus de 30 ans, quand il viole un bébé de 10 mois de naissance, là aussi c'est pour détruire. Mais aussi lorsque un homme, un jeune homme, il viole une vieille femme de 80 ans, c'est pas pour le plaisir sexuel, c'est pour détruire. Mais aussi, lorsqu'on s'est posé la même question, et comme nous sommes dans une région où il y a beaucoup de groupes armés, on a posé la même question aux différents membres des groupes armés que nous avons eu la chance de rencontrer dans un programme qu'on appelait Amanileo. Et là, on leur a posé la question. La maman qui t'a porté pendant 9 mois, ta sœur, ta tante, pourquoi tu l'as détruite? Et là, ils nous ont dit que la femme était sacrée. Donc, l'homme voit sa force à travers son épouse. Et lorsque tu humilies son épouse, l'homme ne se voit plus avec la force. Donc, l'homme est dépourvu de sa force et c'est comme ça qu'ils détruisent, ils violent tout un village pour anéantir la force des hommes. Parce que quand un militaire viole une femme, par exemple, je suis femme de la maison et je suis violée par un militaire, mon mari ne peut pas s'approcher de moi. En plus de cela, le viol est devenu l'arme de guerre. Pourquoi? Quand on vient, on détruit tout le village. On prend les femmes, on prend les filles, on les viole. Il y a de ces hommes-là qui ont souvent peur et ils quittent directement le village. Donc, il y a l'exode illégal, quoi. Il y a les hommes qui quittent les milieux ruraux vers la ville à cause du viol. Si une fois je reste ici, on va encore violer les enfants, on va encore violer les femmes. Et il y a l'exode rural dans des villages. Vous savez, notre pays est riche, est potentiellement riche en ressources naturelles. Il y a de ces hommes-là qui savent que si une fois on viole cette communauté, ils vont quitter l'endroit et nous allons exploiter librement leurs ressources. Et c'est à cause de cela que parmi les milices aussi, ils utilisent comme arme de guerre en fait d'anéantir les communautés, au viol les femmes, les enfants, sans exception. Donc, suite à nos ressources, on est violé. Donc, on se demande si une fois, c'est une malédiction d'avoir ces ressources, la raison pour laquelle nous subissons ces viols, on ne sait pas. Donc, il y a l'aspect là de nos ressources, mais il y a aussi le problème de la non-réforme des secteurs de sécurité. Ici, chez nous, la majorité des officiers sont des hommes venant des groupes armés ou soit des milices. Donc, au lieu de les envoyer dans des centres de formation réguliers,
Donc, on prend vraiment le leader de ces milices pour le faire chef de l'armée et on intègre ces éléments sans pour autant passer dans la formation régulière. Et le fait d'entrer dans l'armée sans formation, et là, nous enregistrons des cas de violence venant même de l'armée. Et quand nous essayons de faire des analyses, ce sont des hommes venant des groupes armés qui sèment la terreur dans l'armée. Voilà, on entendait donc les trois protagonistes, Justine Masika-Miamba, qu'on avait déjà entendu, également à l'instant Mamie, dont je n'ai pas retenu malheureusement le nom de famille, mais qui est coordinatrice de cette plateforme, Synergie Femmes Victimes de Violences Sexuelles, et elle-même survivante, comme elle le dit, ça veut dire qu'elle a elle-même connu le viol. Et puis juste avant, Anita, qui est membre du Mouvement National des Victimes de Violences Sexuelles, et elle-même survivante et assistante médico-sociale dans une autre association, enfin une association qui est sans doute membre de cette plateforme. Donc toutes les trois se complètent. Alors évidemment c'est horrible et c'est très fort ce que dit Justine quand elle décrit le viol comme arme de guerre, mais c'est quasiment insupportable, mais je pense qu'il faut l'entendre parce que là on n'est pas dans un rapport homme-femme, on est dans autre chose. C'est-à-dire que la sexualité n'a plus rien à voir dans le viol quasiment. On est dans le symbolique, on détruit un symbole. C'est quelque chose qui paraît extrêmement effrayant pour une occidentale, d'être dans quelque chose qui dépasse presque même le corps, c'est-à-dire qu'on anéantit la puissance matricielle des femmes, c'est-à-dire soit on leur fait des enfants, soit on les empêche d'en avoir. C'est quelque chose que vous avez dû analyser, je pense. Peut-être vous voulez réagir. Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est un petit peu rebondir sur ce que vous avez dit, c'est notamment après cette partie de l'enregistrement audio, moi, ce qui pour moi est très important et ce qui me touche beaucoup, et je pense que ça touche pas que moi, c'est la question de la violence. C'est-à-dire que on ne se rend pas compte de la violence que c'est, d'une part d'être violé, mais d'autre part d'être violé en RDC pendant la guerre. La violence que c'est d'avoir son corps qui est utilisé par des hommes pour en fait avoir accès à des ressources, pour détruire une famille, pour détruire une maison, détruire une communauté, un village, pour gagner une bataille. C'est-à-dire qu'un corps devient un champ de bataille. C'est-à-dire qu'elles sont complètement dépossédées de leur corps. Donc c'est effectivement une violence physique qui n'a absolument... Enfin sans nom, je ne vais pas répéter ce qu'elles ont dit, mais on a bien compris que c'était particulièrement violent. C'est sous la menace d'armes, c'est avec des objets, c'est sous la menace de tuer ses enfants, c'est sous le regard, enfants, voilà. C'est absolument monstrueux. Et il y a effectivement, comme vous l'aviez dit, une violence symbolique qui est extrêmement forte. Et donc ces femmes, ces survivantes, leur parcours de vie est absolument incroyable. Elles ont une force et un courage incroyables. Et je pense que c'est très important qu'on comprenne bien cette violence en fait qui est physique, qui est symbolique, qui est absolument monstrueuse. C'est de la monstruosité pure et dure en fait. Ouais, et qui est donc aussi en service commandé, parce que je sais pas, j'ai du mal à imaginer qu'un jeune homme de 20 ans, soldat, ait envie de violer un enfant, on est hors désir, on est dans quelque chose où quelque part c'est aussi une instrumentalisation du sexe des hommes. Ce sont eux les agresseurs, mais en même temps quelque part symboliquement ils sont pas beaucoup mieux traités parce qu'ils deviennent leur corps, leur sexe devient une arme, ce qui est assez dingue aussi quand même. Camille ? Après, oui, j'aimerais rebondir parce qu'ils choisissent quand même d'utiliser leur sexe comme arme de guerre. C'est un choix qu'ils font alors qu'ils sont armés, des armes matérielles. Et oui, quand on viole un bébé de 10 mois avec un objet, je suis désolée, mais c'est pas... c'est un choix. Oui, je dis pas qu'ils sont pas coupables, mais en même temps, le fait d'être amené à faire des choses comme ça, on sort de l'humanité. Voilà. C'est totalement ça. Et pour en revenir aux femmes, même s'il y a des hommes aussi qui sont violés en RDC et des enfants, des nourrissons, les femmes deviennent, entre gros guillemets, le lieu de la guerre, le lieu du conflit. Et c'est
c'est dramatique parce que oui, c'est symbolique de détruire les femmes, de choisir de commettre ces exactions, pardon. Et moi, je voulais rebondir sur le fait que en RDC, il n'y a pas la possibilité d'avorter, qu'il y a le VIH qui peut se transmettre, qu'il y a la question de la réparation génitale ensuite, parce qu'un viol, ça détruit le corps comme ça détruit l'âme. Enfin, ça détruit. Il y a des survivantes, oui. Ça peut amener à la mort. Il y a des femmes qui meurent. Mais je pense qu'on écoutera un autre extrait du brillant entretien que Chloé a réalisé avec Justine Massica. Mais comme il me semble, Anita disait, il faut choisir, la question de la résilience, il faut choisir, il faut avoir la force en tant que femme survivante de se dire je me relève, je me bats contre ce qui s'est passé, contre mes traumatismes, contre aussi l'opprobre qui est jeté sur elle. Exactement. Contre aussi le fait d'être peut-être considérée comme responsable d'avoir dû quitter un village. Voilà, quand toute une communauté quitte un village, c'est un traumatisme pour l'ensemble de la communauté qui peut-être. Et puis on y reviendra, mais il y a aussi la question des enfants nés de ces viols. Je crois que Mamie et Anita les qualifient toutes les deux de bombes à retardement. Effectivement, et c'est aussi toute cette question administrative. Ces enfants n'ont pas forcément d'identité, ils ne sont pas forcément inscrits au registre de naissance. C'est aussi de la future chair à milice, ces gamins. Et sans doute que certains, si on compte 20 ans d'existence, 20 ans où ce phénomène est découvert, ils ont 20 ans. Donc on peut, avec un effroi, imaginer une sorte de reproduction des choses, d'un cycle infernal. On n'a pas de preuve de ça, mais effectivement, c'est de l'ordre du possible. Je vous propose à moins que vous vouliez rajouter quelque chose, Chloé. Je pense que mes camarades l'ont très bien dit, j'aurais pas pu mieux le dire. Effectivement, les femmes, dans ce contexte, deviennent le lieu du champ de bataille, et ça dépasse l'entendement. C'est d'une gravité sans nom, d'une violence sans nom. Effectivement, je pense que tout a été dit. Je vais pas me lancer dans mon propre monologue. Ces femmes sont particulièrement intéressantes. Oui. Bravo de les avoir retrouvées parce que elles ont c'est bien sûr des victimes, mais c'est surtout des survivantes, dans la mesure où elles ont une capacité d'analyse sur ce qu'elles ont vécu. C'est des femmes politiques, quelque part, que vous avez, au bon sens du terme, que vous avez trouvé là, parce qu'elles ont un discours qui fait que, une femme qui les entend, qui a vécu ça, elle n'a qu'une envie, c'est de ressembler et donc de parler, quoi. Et en cela, bravo, parce que déjà, c'est une partie peut-être du travail qui est fait en diffusant cette parole. Parce que c'est maintenant Internet, c'est partout, et y compris en RDC. Donc, cette conférence pourrait être vue, bien sûr, à l'étranger. On retourne avec Justine, Mamie et Anita. Il y a la stigmatisation. Les femmes, donc, n'ont pas envie de vivre. Elles s'isolent quelque part et elles sont pointées des doigts en disant que celle-là a été violée. Et il y a la communauté qui digère mal les viols. Il y a les familles qui n'acceptent pas que quelqu'un ait été violé, c'est par accident. Et on interprète ça comme si elle était d'accord de l'acte, malgré qu'elle a été violée. Il y a aussi, au point de vue économique, et vous savez, ici chez nous, la majorité des femmes, c'est elles qui supportent la charge de la famille. Et c'est les femmes qui font des va-et-vient dans des brousses pour amener les vivres dans des marchés afin qu'elles vendent ça, afin d'avoir quelque chose avec de l'argent. Maintenant, en cours de route, quand elles ont été violées, elles sont démunies de moyens. On les pille d'abord, avant qu'on les viole, on pille leur argent. Et après les avoir pillés, on les viole. Et quand elles vont revenir de la maison, elles n'ont pas envie de continuer avec leur commerce, avec leurs activités, même si elles peuvent avoir quelque chose. Donc, la femme est démunie économiquement. Au point de vue social et aussi toujours, la femme n'a pas envie de rencontrer d'autres personnes. Elle se cache. Elle a vraiment peur de voir les hommes parce qu'elle considère tout homme comme son agresseur. Et au point de vue sanitaire, il y a les maladies
sexuellement transmissibles, il y a le VIH/SIDA, des grossesses non désirées, qui mettront encore des enfants, qui deviendront encore une charge pour la communauté, mais aussi une bombe à retardement. Ces enfants aussi n'ont pas la prise en charge, n'ont pas même d'identité. Les enfants-là, on ne sait pas si on peut les enregistrer sur quel nom, parce qu'on ne sait pas leur origine. Quand on a été violé avec un groupe milice, ou soit des groupes étrangers ou locaux, on ne sait pas exactement qui est le père de la femme. Et ça aussi, c'est un problème sérieux dans notre pays. Les conséquences politiques, donc les femmes n'ont pas envie de contribuer même à la gestion du pays. Elles pensent que si une fois elles se dénoncent, ou soit elles entrent dans la politique, leurs bourreaux pouvaient les voir. Il y a aussi le problème de ne pas avoir confiance à qui que ce soit, avoir confiance surtout aux hommes. Les femmes ont peur, les femmes ont souvent, n'ont pas encore envie de vivre. Nous avons enregistré dans les années même une femme qui voulait se suicider, qui voulait se jeter dans les lacs suite à ce traumatisme. Souvent, quand on est violé, on est rejeté par sa famille, on est aussi rejeté par les maris. Ou si c'était un homme qui a été violé, il est rejeté par sa femme. Je suis aussi victime de ces rejets parce que j'avais été violée en 2003 et ma famille m'avait rejeté totalement. C'est grâce aux différentes ONG que je suis devenue survivante et maintenant j'ai un mot à dire, ou bien je peux parler devant ma maison, ou bien devant mes parents, mes frères. Mais j'étais rejetée à cause des violences sexuelles. Il est parmi aussi, les rejets, parmi aussi les conséquences des violences sexuelles. Voilà, on écoutait toujours dans Liberté sur Parole avec donc 3 étudiantes brillantes de Nanterre. On parle ce matin d'un sujet qu'elles ont choisi et qui va faire l'objet d'une conférence après-demain, le 5. Donc rappelez-nous l'adresse, l'heure. Alors, ça se trouvera à Nanterre Université, donc RERA. Ce sera à 17h le mercredi 5 janvier. Salle 216 du bâtiment Veil de la fac, donc le bâtiment qui se trouve juste à droite quand on sort du parvis. Très facile à trouver. Et la conférence est ouverte à tous et à toutes, pas besoin d'inscription. Mais vous pouvez trouver les détails sur mon compte Twitter Jeune Déterminé avec 2 E à la fin, juste pour savoir le lieu, la date, etc. Mais je voulais juste revenir aussi sur les intervenantes qu'il y aura. Donc il y aura forcément les extraits de l'entretien que Chloé a réalisé avec Justine Massika-Biamba et les 2 femmes survivantes, mais il y aura aussi Fanny Bendetti, directrice exécutive d'ONU Femmes France, qui sera là pour nous parler justement du droit des ONG, de leur travail là-bas, parce que je voulais revenir sur le fait que il est difficile de savoir combien de femmes ont été victimes de viol, parce que justement elles ont peur de parler, mais aussi parce que le travail des ONG sur place a mis du temps à se construire, et il me semble que c'est l'ONU qui fait un projet de mapping, un travail de terrain en RDC pour savoir justement un petit peu combien de femmes sont victimes, combien de personnes sont victimes des viols comme arme de guerre. Donc il y aura Fanny Benedetti, il y aura aussi Héloïse Onumba qui est victimologue et qui travaille à l'OBA pour le projet Recréation, et qui aide les femmes qui sont victimes de violences sexuelles par la danse, la thérapie par la danse. Et j'attends la confirmation, mais on aura aussi peut-être la chance d'accueillir Céline Bardet, juriste pénaliste internationale, qui a fondé We Are Not Weapons of War. Donc un très beau panel. Nous ne sommes pas des armes de guerre. Exactement. Un très très beau panel, très intéressant, et je pense que ça va vraiment donner des choses intéressantes. Là, on essaye de faire un petit état des lieux ce matin, et surtout de donner envie aux gens de venir, parce que il va être question de droit, vraiment, il va être question vraiment de travail international pour essayer de lutter au mieux contre ce fléau. Il va être question d'unir ses forces et de trouver des moyens concrets, de mettre en lumière les moyens concrets qui existent et ceux qu'il faudra développer pour
pour une meilleure coopération internationale contre ce fléau, notamment en RDC. À l'instant, les trois femmes, particulièrement Mamie et Anita, qui elles deux l'ont vécu, détaillaient les conséquences dans tous les domaines, bien entendu, les conséquences sur la santé, mais aussi sur l'exode rural, sur le moral de ces femmes qui ne veulent plus sortir. Et du coup, voilà, j'imagine qu'en RDC, il n'y a pas d'allocation adulte handicapé, il n'y a pas d'aide. Donc si on ne va pas au marché pour vendre ce qu'on a réalisé ou ce qu'on a cueilli ou ce qu'on a fait pousser, on perd toute autonomie économique. Et comme elle le rappelle justement, c'est les femmes sur qui repose la vie des familles là-bas, comme dans bien des cas en France aussi. Du coup, c'est des femmes qui perdent toute possibilité d'autonomie, donc tout simplement parce qu'elles peuvent plus sortir, elles sont plus en état de sortir. Et ça, c'est très important. Elles ont bien analysé toutes les conséquences pour les avoir vécues aussi, mais en même temps, elles savent tout à fait mettre ça de manière formelle, généralisée, ce qui donne des outils aussi pour les autres, parce que j'imagine que les associations de nouvelles se créent, il y a toute une transmission qui se fait entre ces femmes. Alors effectivement, je ne saurais pas vous dire exactement l'actualité de nouvelles associations justement qui peuvent être créées peut-être sur l'inspiration du travail de Justine Masika-Biyamba, Anita et Mamie au sein de la SFVS. Mais effectivement, dans cet extrait, on voit bien quelles sont toutes les conséquences. Comme vous l'avez dit, elles ont su le mettre en mots de façon très claire, très formelle. Et ça montre bien à quel point, justement, les conséquences sont multiples, sont graves. Et aussi l'enjeu, justement, de la question économique, de l'autonomie financière et économique des femmes. C'est central dans bien des cas. Nous le savons bien désormais, que ce soit en France ou dans d'autres contextes. Mais ça l'est ici aussi. Dans le cas de la résilience, dans le cas pour simplement se relever de cette violence, de ce traumatisme. Et justement, le fait d'être dépossédé de cette autonomie financière et économique, c'est aussi quelque chose qui est souhaité par les agresseurs. Bien sûr. Parce qu'ils savent précisément que c'est central. Et c'est comme le disait l'une des intervenantes dans l'entretien, d'autres conséquences qui peuvent être liées à ça, c'est le fait de ne pas s'impliquer dans la vie de la communauté par la suite, de s'isoler, de ne pas se présenter en politique, de ne pas se saisir de la vie politique. C'est fondamental. J'ai trouvé qu'elles avaient une grande attention. Bon, c'est aussi parce que c'est des militantes, mais je sais qu'au Rwanda voisin, après le génocide, les femmes, regardez les chiffres, de l'implication de la vie, dans la vie économique à des postes de cadres et de dirigeantes des femmes au Rwanda, c'est hallucinant, je crois qu'ils sont au-dessus de beaucoup de pays occidentaux. Dans la vie politique, je crois que c'est le seul parlement plus ou moins démocratique, faut quand même pas être trop idylliste, mais où il y a une majorité de femmes. On se cache pas que c'est à cause des massacres, notamment des hommes, mais elles sont restées après. Et alors, je sais pas s'il y a une porosité, mais en tout cas, j'ai trouvé que ces femmes de RDC, pour elles, c'était très important de s'impliquer dans la vie, dans les affaires du pays, comme elles disent. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas lâché l'affaire, justement. Elles sont mobilisées, et pour elles, c'est le pas d'après, quoi. C'est quelque chose quasiment de normal, quand on est militante, de vouloir prendre part à la vie du pays. Camille ? Oui, je voulais ajouter que le travail formidable... premièrement, il y a le travail de réparation physique de la femme qui a vécu des violences sexuelles. Et l'hôpital de Panzi, dirigé par le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018, est primordial. Mais c'est vrai que cette question de sororité et de femmes qui s'entraident et qui parviennent à... sortir la tête de l'eau et de s'impliquer dans la vie économique, politique, sociale du pays, c'est primordial. Et c'est vrai que c'est un homme qui a été reconnu pour sa praticité chirurgicale, pour son aide aux femmes survivantes. Mais il me semble aussi important, et c'est pour ça que notre panel est constitué exclusivement de femmes, c'est de donner aussi la parole aux
premières concernées, même si je le répète, il y a des hommes qui sont victimes de viols aussi, mais le phénomène est beaucoup moindre et en tant que féministe, on s'est plus penché sur la question des femmes. Non, mais c'est tout à fait normal. Mais ceci dit, de dire qu'il y a des hommes, c'est aussi peut-être de montrer que c'est un phénomène qui dépasse l'idée du corps, en fait. Exactement. Et je voulais juste rajouter aussi que le docteur Mukwege a créé le Fonds mondial pour les survivantes, donc un fonds qui aide économiquement les femmes qui survivent à ces violences, ce qui est pour moi un outil, je sais pas tellement comment dire, mais ce qui est primordial. Outil me paraît bien, outil, oui. Ce qui est un outil primordial, et il me semble que le fonds est à New York. Oui, la question de l'autonomie économique des femmes est primordiale et au centre de tout. Que ce soit en France ou en RDC, pardon. Absolument. Autre question primordiale qu'on va aborder avec un nouvel extrait, c'est bien sûr la question de la justice. Parce qu'on peut réparer physiquement les femmes, on peut les aider à se reconstruire moralement, mais quid des coupables et quid de la possibilité d'avoir une justice dans ce pays, en RDC, et on va entendre que c'est un petit peu compliqué. En 2002, lorsqu'on a commencé le travail, c'était difficile pour la justice, surtout la justice militaire, mais en même temps qu'on travaillait, on a mené des plaidoyers, mais aussi on a initié la loi sur la répression des violences sexuelles, puisque dans notre code pénal, il n'y avait pas vraiment, c'était pas très clair quant à la répression des violences sexuelles. Et merci à 2006, la loi a été promulguée par le président de la République, malgré que la loi a des défaillances, mais la loi a été promulguée. Et aujourd'hui, on peut dire que grâce à notre plaidoyer, il y a des juridictions qui existent à tous les niveaux de la territoriale. Donc, à commencer par le niveau national jusqu'à arriver au niveau des quartiers, il y a des juridictions, il y a des tribunaux de paix, malgré qu'ils n'ont pas la compétence de juger les infractions de violences sexuelles, mais il y a aussi les chambres foraines où on déplace les cours qui vont vers la population, vers les justiciables. Et là, on croit que c'est un pas, malgré qu'il y a encore des lenteurs judiciaires, il y a encore, comme aujourd'hui nous sommes dans l'état des sièges, il n'y a que des tribunaux militaires qui sont en train de fonctionner, il n'y a pas de tribunal civil. Et là, les tribunaux militaires sont submergés, les magistrats sont fatigués et ça entraîne l'impunité et comment on appelle les arrangements à l'amiable. Des auteurs sont des gros poissons, en fait. Les intouchables. Les hommes du pouvoir qui se cachent là-bas afin qu'ils ne soient pas traduits en justice. Il y a plusieurs failles au niveau de la justice. En fait, avec l'expérience en 2020, il y avait une survivante que j'avais accompagnée au niveau de la justice, malgré que je ne suis pas même avocat. J'étais obligée de l'accompagner parce qu'il fallait la sauver de la situation. Arrivée à la justice, et nos textes disent que tout cas de violence sexuelle, on ne doit pas demander des frais quand on est en justice. Mais curieusement, en y arrivant, on vous demande les frais d'enregistrement. Les frais d'enregistrement, pour appeler même le magistrat, on vous demande des frais de communication. Alors on se demande, étant que survivante, on est démunis des moyens, on n'a pas d'argent, où trouver l'argent pour amener les bourreaux à la justice. À part ça, vous savez, notre pays, soit même en province, qui est plus grand même que le Rwanda, les juridictions sont éloignées aux juridiciables. Donc, les bourreaux, il y a des endroits où il n'y a pas même des cachots, afin de garder même dans les 72 heures, les 48 heures plutôt, les auteurs. On est obligé de laisser l'auteur parce qu'on n'a pas là où les garder. Et on n'a pas de moyens de transport pour amener l'auteur à la justice.
Et pour avoir ces moyens, on demande encore à la survivante de payer les transports. Alors que, en réalité, dans nos textes, dans nos lois, comme nous avons des belles lois ici chez nous, c'est prévu que, en cas de violence sexuelle, on ne doit pas demander de l'argent à la victime, mais ce n'est pas ce qui est fait. Et tout cela, ce sont des failles que nous, à cause de cela, on enregistre des cas, des arrangements à l'amiable, parce qu'on s'est dit, une fois à la justice, c'est vrai, on peut même appréhender l'auteur, mais 2 jours après, vous verrez l'auteur en train de déambuler dans les quartiers. Maintenant, pour nous qui accompagnons, ça devient encore la sécurité. On s'est dit, tu es où maintenant? On m'a attrapé, on m'a maltraité à cause de vous. Alors nous encore, on est menacés. Maintenant, on travaille dans des difficultés vraiment. Voilà, à travers ce témoignage de Justine, donc qui, elle, est très fière et a raison d'avoir fait évoluer le droit de son pays à travers 20 ans de combat. Et puis, sur le terrain, mamie qui dit oui, mais bon, l'application de la justice, c'est vraiment pas ça. Et là, on comprend que c'est très, je veux dire, touchy, parce que, ok, les femmes se mobilisent, mais il faut tout de suite qu'elles établissent un rapport de force qui leur est favorable, parce que sinon, elles peuvent mettre en danger les survivantes qui vont parler et qui vont s'exposer à des représailles de leurs bourreaux, qui vont se sentir menacés. Donc l'enjeu, là, on le comprend à travers ces témoignages, c'est de s'unir vite, en masse, d'être tout de suite une certaine puissance en tant qu'association pour pouvoir déjà peut-être financer un accès à la justice, parce que même si c'est absolument anormal de payer quand on est victime, peut-être il faut le faire quand même pour que la justice passe, si tant est qu'elle puisse le faire. Et puis voilà, on comprend qu'il y a vraiment un enjeu de sécurité pour les femmes qui vont oser parler, se reconstruire, être dans une forme de résilience, mais en même temps être dans une forme aussi de faire courir à nouveau en danger, en fait, du fait d'avoir parlé. On voit la complexité et on mesure encore plus le courage de ces femmes qui se mobilisent. Exactement, surtout quand on prend en compte le fait que la justice, même si il y a de très belles lois, et bien la réalité rattrape l'idée ou le juridique. En voyant que des victimes sont censées payer pour avoir le droit d'être justiciables, c'est indécent. Donc la question de l'impunité est au centre de ces batailles juridiques. Et je voulais rappeler un petit chiffre. Seulement 9 personnes, dont un chef militaire, a été arrêté en 2011 pour viol en RDC. C'était la première fois, donc en 2011, qu'une telle arrestation a été faite. Donc, a-t-il été condamné? Arrêtez. Je ne sais pas s'il a été condamné, malheureusement. Mais juste, il nous reste très peu de temps et je voudrais qu'on termine là-dessus. C'est que peut le droit international? Parce qu'on voit que c'est très difficile de faire passer la justice dans le pays. On le disait, vraiment faire reconnaître ces viols comme des crimes de guerre, ça permet qu'ils soient jugés à ce titre et du coup que le droit international s'en empare. Ça, c'est un peu votre partie. On n'a pas écouté l'extrait parce qu'on n'a pas le temps, mais dans un des extraits, une des femmes s'adressait à vous en disant, en tant qu'étudiante, aidez-nous. Donc, en gros, comment faire cette conférence, c'est déjà pas mal, mais comment la France, par exemple, peut aider la justice à se faire dans ce pays? Alors effectivement, on n'a pas entendu dans l'extrait qui vient de passer, mais oui, Justine, Masika Biamba et les 2 survivantes, Anita et Mamie, nous ont directement interpellés en tant qu'étudiantes, en tant que jeunes femmes françaises, effectivement, comme on le disait au début, blanches et privilégiées, pour donner de la visibilité en France à leur travail, à leur combat, à leurs paroles. Parce que c'est effectivement primordial. Nous avons une certaine visibilité sur la scène internationale en tant que jeunes françaises que les jeunes femmes en RDC n'ont pas forcément. Et c'est pour ça que nous, à notre échelle, dans notre début de vingtaine à l'université, on fait cette conférence en ce sens. Et c'est pour ça aussi que vous invitez des juristes. Exactement. C'est pour ça qu'on espère grandement avoir la confirmation de Madame Bardet. Si vous nous entendez. Et c'est aussi pour ça qu'il faut y aller, parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Je crois qu'avec l'émission de ce matin, on a peut-être mieux compris l'ampleur du phénomène, sa définition, mais
pour passer à l'action, il faut vraiment venir après-demain à l'université de Nanterre. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment pour votre invitation. Merci vraiment beaucoup et vraiment sincère admiration, bravo et en tant que femme, merci. Merci à vous, Chloé, Morgane et Camille. Et je ne doute pas que vos combats porteront et que vos vies seront toujours tournées vers ces combats. Voilà, Liberté sur parole, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vais laisser mon micro à Jérôme Sorel pour Rayon Libre. On va parler vélo. Jérôme, alors approchez-vous de moi un petit peu et bonjour, dites-nous. Bonjour, super votre émission d'avant. Alors, vous nous parlez de quoi aujourd'hui ? Eh ben, on va parler de l'angle mort de la formation des chauffeurs routiers. Est-ce que ce ne serait pas les nouvelles mobilités, notamment les vélos ? Oh là là, on va pas faire plaisir aux camionneurs et aux automobilistes qui ignorent bien souvent les deux roues. Eh ben, on vous écoute avec attention, surtout si on fait du vélo à Paris et en ville en général. Quant à moi, merci à tous et surtout merci à Stéphane Dujardin qui a réalisé avec brio cette émission tout en réparant le matériel. C'est un héros ce gars, je le savais. Merci beaucoup Stéphane. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine entre midi et 14h pour un nouveau numéro de Liberté sur parole.